les podcasts de la 46e édition de Cinéma du réel. L'école du cinéma documentaire, une proposition de la SRF, le réel à l'épreuve. Bonjour à tous. Merci d'être là ce matin pour un nouveau rendez-vous qu'on inaugure cette année, puisque à l'exemple du débat ad hoc qui généralement ouvre les débats du cinéma du réel, un débat qui existe depuis, un rendez-vous qui existe depuis plus de 30 ans maintenant, on s'est dit à Cinéma du réel que quand même ce serait bien aussi que puisque la SRF a initié un mouvement de discussion qui s'appelle l'école de la SRF, on s'est dit que ça serait bien aussi qu'il y ait un rendez-vous pour clore les débats avec la SRF. Et donc, c'est comme ça que nous nous retrouvons dans cette salle ce matin, donc dernier samedi du festival, pour une école du documentaire, comme Christophe et ses camarades l'ont appelé. C'est important pour nous à Cinéma du réel qu'on prenne le temps de parler. On fait beaucoup de discussions, on fait beaucoup de rencontres, on fait les matinales, enfin, on fait beaucoup de choses qui ont à voir avec le cinéma et qui ont à voir non seulement avec la transmission des pratiques, mais aussi avec la réflexion et la mise en commun des expériences et de la pensée. C'est vraiment, je trouve, essentiel pour le festival de prendre le temps de cela, autant que celui de prendre le temps de montrer des films. Donc je vais laisser la parole à Christophe, qui va présenter ses invités et nous dire de quoi il va s'agir, puisqu'il va s'agir de documentaires, mais aussi, éventuellement, si j'ai bien compris, de rapport à la fiction. Alors, Christophe Cognet, qui est donc cinéaste, vous avez certainement vu À pas aveugle, qui est sorti en salle l'année dernière, et qui est responsable du documentaire à la SRF, c'est ça ? Délégué. C'est le délégué au documentaire à la SRF. Je vous remercie tous les 5 d'être là avec nous ce matin. Et je vous souhaite une bonne discussion. Merci. Merci Catherine. Attends, ouais, je pense celui-là. Merci, bienvenue. Donc la SRF, on est un groupe à l'intérieur de la SRF assez actif qui pense le documentaire, qui réfléchit et qui se bat pour que le documentaire existe dans toutes les instances, au CNC, etc., avec les producteurs. Bon, bref, on mène quelque chose de très politique et de très concret, en fait, pour défendre les réalisateurs, les cinéastes et le cinéma documentaire dans l'ensemble du cinéma. Et il y a aussi à la SRF, donc, comme disait Catherine, un rendez-vous tous les 3 mois qui s'appelle l'école de la SRF, qui est aussi qui concerne la fiction et le documentaire. Et on a fait en octobre dernier une école de la SRF sur la question qu'est-ce que la mise en scène en documentaire ? Est-ce que c'est une notion qui veut dire quelque chose, pour réfléchir à l'esthétique du documentaire. Et ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est un peu la suite, c'est un peu le deuxième volet de cette discussion dans notre esprit. En octobre, c'était avec Claire Simon et Armel Ostiou. Et aujourd'hui, on est tous les 5, et moi, parce qu'en tant que délégué, j'étais là à chaque fois. Et aujourd'hui, donc, on va continuer cette discussion, enfin la reprendre un peu de notre façon. Donc avec des cinéastes que vous connaissez qui sont membres de la SRF, donc Nicolas Clotz. Je ne sais pas si je dois présenter vos œuvres et tout ça, mais qui a une œuvre importante dans le cinéma. Et ce qui m'intéressait aussi, c'était d'avoir qu'on soit ensemble à discuter, pas que stricto sensu de documentaire, mais toutes les formes hybrides, tous les concepts qui peuvent traverser tous les types de cinéma. Donc
Nicolas a fait et de la fiction et du documentaire et des essais. Et, voilà. Et d'ailleurs, tu as un film tu t'en parleras tout à l'heure. Tu as un film... Oui, bien sûr, avec Elisabeth Perceval. Vous avez un film donc, qui passe juste après notre discussion et donc vous pourrez continuer le dialogue avec lui, avec Marie Dumora, donc, qui a aussi une œuvre importante, qui a fait 5 longs métrages documentaires, 10, pardon. Donc 10 longs métrages documentaires. Voilà, donc vous avez sans doute vu les films, dont le dernier film est Loin de vous, j'ai grandi, sorti en salle il y a 2 ans, si ma mémoire est bonne. Et Isabelle Ingold et Viviane Perel-Multer qui travaillent parfois ensemble, parfois font des films chacune, et voilà, qui ont aussi une œuvre importante et qui traversent aussi les genres entre fiction, documentaire, essai. Et dont le dernier film est Ailleurs partout, est sorti il y a 3 ans, voilà, en salle. Donc, et moi, donc Christophe Cognet, qui est fait, alors je ne sais pas comment on compte en fait les films, j'ai fait 2 longs métrages, disons, le documentaire ces dernières années, qui aussi essaye de trouver des voies pour trouver je sais pas comment dire, une pensée, une mise en relation avec le réel, avec la mémoire, voilà, dont on va parler. Je veux dire aussi que c'est pas, on appelle ça école, mais c'est une discussion, hein, donc on va essayer de pas pontifier, et pas être professoral et tout ça, c'est pas du tout la question, au contraire, plutôt interroger. Et je pense pas non plus que notre discussion pourra clore quoi que ce soit, mais au contraire, j'espère qu'elle va ouvrir des questions et des réflexions, et on prendra peut-être un moment à la fin, avant la fin, pour discuter avec vous si vous avez des choses à dire. Voilà. On n'a pas de modérateur, comme vous le voyez, c'est moi qui fais le travail aussi. On a un peu choisi de faire ça sous forme de discussion. Donc c'est moins facile peut-être de démarrer, mais je pense qu'une fois qu'on sera lancé, voilà, ça ira. Et je crois que ce qui rassemble un peu, en tout cas, nos films, c'est à chaque fois une forme qui est très tenue, et pas ténue, hein, qui est très tenue du bout à la fin, une sorte de radicalité dans la forme, en fait, qui se fait de film en film, qui se travaille de film en film, et qui essaye de renouveler quelque chose dans les formes cinématographiques. Je pense que c'est ça un peu qui peut nous rassembler, au-delà des différences de nos sujets et de nos rapports. Voilà. Et aussi, l'idée aussi de ces discussions, c'est que moi, je reste persuadé que toute œuvre a comme sujet d'abord le domaine ou la discipline ou le média dont elle est issue d'une certaine façon. C'est-à-dire chaque peinture pense la peinture et a d'abord comme sujet une définition de la peinture, et donc chaque film a aussi comme définition a aussi comme sujet, une définition du cinéma. Et c'est en cela, je pense, qu'il faut que je voulais qu'on discute aujourd'hui. Et cette discussion, on l'a imaginée non pas du point de vue théorique, mais du point de vue pratique. Donc parler au plus près de nos pratiques, en fait, d'essayer de penser depuis la pratique. Donc ce qu'on pourrait appeler une praxis, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. Et pour lancer la discussion, donc je voulais peut-être qu'on commence avec cette idée, avec 2 idées que je lance comme ça, comme on lance un bout d'essai ou une bouteille à la mer avec vous. Puisqu'on est à Beaubourg, en fait, il y a un livre de Yannick Hanel qui est sorti sur Bacon. Vous savez qu'il y a une collection chez Stock où il y a des écrivains qui passent une nuit dans un musée qui en font un livre. Et donc Yannick Hanel avait passé une nuit à Beaubourg à l'époque où il y avait une exposition sur Francis Bacon. Et dans le livre, il met un peu le livre à l'aune de cette définition de la peinture selon Bacon, qui était peindre, c'est dresser un piège pour capturer le vivant. Et je me demandais si on pouvait, nous, s'en inspirer dans le cinéma et se dire si
faire un film, en particulier un documentaire, c'était dresser un piège pour capturer alors, le vivant ou le réel. Enfin, voilà, c'était un peu voilà, je voulais qu'on commence par cette idée. Et aussi, deuxième question que je peux poser à mes collègues, comment vient l'idée d'un film? C'est-à-dire, qu'est-ce qui constitue le départ d'un film? Est-ce que c'est une forme? Est-ce que c'est une pensée, une inquiétude, un personnage à partir du dernier film, etc. C'est comment ça vient, en fait, hein? Est-ce qu'on a d'abord une forme? Est-ce qu'on est déjà en fiction ou en documentaire? Ou est-ce que c'est trop tôt? Enfin, voilà. C'était un peu ces deux questions. Alors, je ne sais pas qui veut commencer, Isabelle ou Viviane, peut-être, tu veux... Ouais. Je vais commencer par la deuxième. Il me semble qu'il y a toujours un choc qui est au départ d'un film. Et un choc, ça a des tonalités très différentes. Ça peut être tragique, ça peut être un deuil, ça peut être une guerre, mais ça peut être gai aussi, tomber amoureuse, par exemple. C'est quelque chose qui fait qu'on suspend le pas et qu'on est dérouté, on sort de sa route. Et nous, donc, ça a commencé en Grèce. C'était notre premier jour et notre premier voyage en Grèce. On était allés là-bas pour faire des repérages d'un autre film qu'on n'a pas fait, finalement. Et par hasard, on a rencontré ce jeune homme, parce que la route entre l'aéroport et Athènes passait par un camp. Et donc, il y avait le camp et il y a eu ce jeune homme. Et il y a ce moment où tout ce que vous savez, tout ce que vous avez lu, ne compte plus, est suspendu. Vous êtes dans quelque chose qui est une espèce de... Vous êtes face, mais vous n'êtes pas face non plus, vous êtes sidéré. Ça excède l'analyse et la raison, vous êtes d'abord là-dedans. Après, vous pouvez ressaisir, mais d'abord vous êtes dessaisi. Et il y a eu une véritable rencontre avec ce jeune homme parce qu'il nous surprenait, parce qu'il nous bouleversait. Et dans ce bouleversement, il y avait quelque chose de l'émerveillement aussi, d'être étonné par quelqu'un, la singularité de son regard, de sa manière de s'exprimer, de sa curiosité du monde. Et pourtant, ce n'est pas à ce moment-là que l'idée du film est née. On est revenu en Grèce le revoir plusieurs fois, on est resté en contact à travers des chats, mais c'est un an et demi plus tard, il nous a écrit, il était parvenu en Angleterre, il était à Londres, il venait d'arriver et il était heureux. Alors on lui a dit, on vient de visiter, on va fêter ça, hop, on met la voiture dans le ferry. Et là, c'est un deuxième choc, parce que ce jeune homme est méconnaissable. C'est-à-dire que non seulement son corps est tout recroquevillé, sa manière de parler est différente, sa manière de poser la voix, il parle très durement. Il a une espèce de colère, mais très étrange, parce qu'il est éteint, donc il n'a pas l'énergie de la colère. Et il s'enferme au point de s'enfermer dans sa chambre et de ne regarder le monde qu'à travers Internet. Et de nouveau, on est sidéré. Et on se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Naïvement, on se disait que le pire était derrière lui. Mais les premiers jours, voilà, on est avec ce sentiment prégnant mais vague, en tout cas qui nous destitue de quelque chose, de l'analyse. On part au plus pressé, mais la mise en scène, on peut dire, elle commence là, c'est-à-dire le temps que vous prenez pour approcher, pour que ça se sédimente en vous. On part au plus pressé, c'est-à-dire que Chahine, donc ce jeune homme, a des démarches à faire. On l'accompagne et dans la voiture, il cherche frénétiquement un document et il nous montre, une fois qu'il l'a trouvé, et ce document que reçoit toute personne qui demande l'asile est la retranscription mot pour mot des questions posées et des réponses données. Et là, ce qui semblait encore vague devient extrêmement concret et précis, parce que quelles questions sont posées? Comment sont-elles posées? Comment sont-elles reposées? Quelles questions ne sont pas posées? Donc il y a eu cette brique aussi. Et puis il y a eu le fait qu'Isabelle s'est dit il faut sortir ce jeune homme de la chambre. Elle a eu l'idée de faire une marche. Il y avait un parc national pas trop loin, on avait la voiture. Et tandis qu'on marchait, le corps du jeune homme se redressait. Des sourires affleuraient, des récits arrivaient, des choses qu'il ne nous avait jamais dites, de la traversée de la Terre, de rêves cauchemars qu'il avait. C'est-à-dire qu'il y avait ce double mouvement où il se redressait et comme une délivrance par les mots.
Et ce soir... Précise qui il est, peut-être, pour ceux qui n'ont pas vu votre film. Oui, en fait. alors ce jeune homme avait à peine 20 ans. Il faisait 20 ans 2 jours plus tard lorsqu'on l'a rencontré. C'est un jeune Iranien qui fuit seul son pays et qui donc traverse la terre, la mer, débarque en Grèce, puis parvient en Angleterre où il demande l'asile et attend et attend. Mais comment on va raconter ça ? Et donc, c'est après cette promenade et ce document, et une autre brique, c'est que Chahine nous a montré ce qu'il regardait sur Internet, et c'était des live webcams de surveillance. C'était une scène dans une station-service en Iran où un couple, d'une manière assez anodine, fait le plein, et puis boum, il y a une explosion. C'est ça qu'il regardait. Et donc tout ça se sédimente sans qu'on sache très bien, et on se dit avec Isabelle, après la marche, il faudrait faire un film pour comprendre ce qui s'est passé. Mais votre nécessité de faire un film, encore faut-il qu'elle rejoigne celle des autres, celle du public, mais d'abord celle de la personne avec qui on va faire ce film. Et rejoindre, ça ne veut pas dire que ça colle tout à fait, parce qu'on n'a pas les mêmes besoins, on n'a pas les mêmes désirs, mais que ça dialogue un peu. Et donc le lendemain, on le propose à Chahine, qui est enthousiaste, et on pense que c'était d'abord de faire quelque chose de ce temps qui s'est arrêté, ce temps qui piétine, ce temps de l'attente, ce temps vide, ce temps où il dit qu'il a vieilli prématurément, de faire quelque chose et de vivre quelque chose de nouveau, où il va découvrir quelque chose de lui et il va se reconsidérer. Parce qu'on sait bien qu'il y a des moments si éprouvants de solitude où on se dévalorise et qu'à faire ou qu'à être écouté, quelque chose se reconsidère. Et donc là, voilà, on s'est dit... Mais après, bon, ça c'est pour l'incipit, puisqu'il y a la question de comment on raconte ça, et c'est pas facile à raconter parce que c'est plein de pièges. Puis ça a déjà eu lieu aussi, c'est-à-dire que vous, quand vous faites le film, lui, il est déjà arrivé en Angleterre. Mais c'est ça, c'est la question, c'est après, comment on raconte, c'est-à-dire déjà, où est-ce qu'on commence le récit ? Et là, on voit déjà que la question se déplace, c'est-à-dire qu'on n'allait pas être focalisé, comme souvent, sur les événements extraordinaires, c'est-à-dire la traversée de la mer, les conditions de vie dans un camp, non. Une chambre, une petite chambre. Et cette chose qui est ordinaire, même c'est de l'infraordinaire, comme dit Perrette, c'est le quotidien de l'attente. Qu'est-ce que c'est d'attente ? Qu'est-ce que c'est ça ? Quels sont les gestes ? Qu'est-ce qu'on fait ? À quoi on pense ? Qu'est-ce qu'on pense de ce qu'on voit ? Quelles sont nos nouvelles habitudes ? Est-ce qu'il y a des nouvelles joies ? Donc c'était d'atteindre des petites choses comme ça, mais je ne vais pas parler tout de suite de... Marie, tu nous dis, pour Loin de vous, j'ai grandi, par exemple, ou le film que tu es en train de préparer. Tu veux dire, parce que j'ai oublié la question. Comment les idées arrivent, en fait? En fait, moi, je suis lancée sur une espèce de petite saga ou d'odyssée, je ne sais pas comment on peut appeler ça, depuis des années. Et j'ai commencé donc il y a très longtemps avec un film avec les 2 petites sœurs qui étaient en foyer, qui avaient une dizaine d'années. Puis ça m'a donné envie, mais je ne pensais pas du tout que je continuerais comme ça sur ma route aussi longtemps à chercher des clés, à essayer de déchiffrer à chaque fois un peu plus du monde. Pompeux sont des... Et bon, voilà, donc j'ai continué en faisant un autre film avec un des camarades de Belinda et Sabrina. Et puis j'ai retrouvé Sabrina, une des héroïnes que j'avais filmée à 10 ans. C'est très concret, hein, moi je suis le gars concret. Et qui décidait qu'il y avait un petit garçon qu'elle essayait d'élever Elle essayait de garder son cap, elle avait des grandes bottes blanches, elle marchait tout le temps entre le foyer, sa famille. Il fallait toujours qu'elle se mette en route, qu'elle se mette en marche. Donc j'ai envie de faire un film pour essayer d'accompagner ce mouvement, puisque c'est quand même des personnes qui sont très contraintes, très circonscrites dans un espace assez... le foyer, nanana, et qui doivent toujours se mettre en route et toujours marcher 2 fois plus que tout le monde, en fait. Donc je fais beaucoup de travelling arrière de ce fait. Et elle avait décidé de faire baptiser son petit, pas du tout comme... dans l'idée d'essayer de placer son enfant sous une protection plus haute. C'était joli d'ailleurs, parce que quand elle allait chez le prêtre, qui lui dit « Je pense que si tu baptises ton fils, c'est que tu crois en Dieu », elle répond « Non, fut un temps, je croyais en Dieu, mais je ne crois plus qu'en la Sainte Vierge ».
Enfin, voilà une espèce de volonté comme ça très forte de conjurer le sort. Et peut-être que voilà, faire des films aussi, ça participe de cette tentative d'essayer de ne pas disparaître dans la machine à broyer la misère. Et voilà, donc du coup j'ai fait ce film-là du baptême, puis sa sœur s'est mariée, puis finalement elles ont fait j'ai fait Belinda. Enfin, bon, à chaque fois c'est le personnage d'un film qui m'entraîne vers le film suivant, sans que je sache à l'avance ce qui va se passer, si je vais vraiment continuer. Je ne pensais pas du tout, quand j'ai commencé il y a 15-20 ans, que ça allait m'entraîner comme ça jusqu'au dernier. Loin de vous, j'ai grandi, où j'ai retrouvé ce petit garçon dont j'avais filmé le baptême à 2 ans. Enfin, le baptême était un peu un prétexte aussi narratif. Au détour du baptême, on comprenait beaucoup de choses de l'organisation de ce monde un peu à part. Et voilà, donc j'ai filmé ce jeune garçon, je l'ai retrouvé 10 ans plus tard. Entre-temps, il avait été placé lui aussi, mais il voyait sa mère le week-end et je l'ai accompagné comme ça il rentrait le dimanche soir dans un foyer. Il y a un grand bus blanc qui est arrivé, des herbes hautes. Il avait un copain avec un anorak, les manches trop courtes. On a attendu longtemps avant que le bus arrive pour prendre les enfants. Et c'était assez beau, il y avait Michael Jackson dans la voiture, ils se sont mis à danser. C'est vraiment les petits gars du dimanche soir qui repartaient en foyer. Et en se saluant, quand il est monté dans le bus, il m'a dit « Bon, tu viens me voir au foyer, on va peut-être faire affaire. » Il ne m'a pas dit affaire, quoi, mais c'était presque un film de commande où il m'a dit « Bon, tu reviens ». Puis j'y suis allée, en fait, au foyer. Et on est allé dans les bois et il construisait une cabane avec un jeune garçon, justement, qui a traversé... un jeune migrant, comme on dit, Saïf, qui venait de Tunisie. Et je trouvais ça assez beau, l'idée qu'on construise une cabane quand on n'a pas de maison, quand on n'a pas de foyer. Une cabane dans les bois, qui ressemblait à un tipi. Et ces 2 petits garçons étaient là-dedans. Et là, on a décidé de faire ce film-là. Et pour celui que je... Ça va, je ne parle pas trop long. Okay. Parfait. Et pour celui que je fais en ce moment, pour la première fois, c'est le lieu qui est le fil conducteur. Puisque ce jeune garçon, Nicolas, était placé en foyer dans l'endroit où ses arrière-grands-parents ont été déportés enfants, juste à côté du bled où il y a eu ces 2 camps. Il y a eu le camp de Schirmeck et le camp du Struthof. Et donc, ses arrière-grands-parents ont été déportés dans ce camp et s'en étaient échappés. Ils s'y sont rencontrés enfants. Ils ont eu des enfants, petits-enfants, etc., dont ce Nicolas, qui était mon héros, et qui est placé dans le foyer juste entre les 2 camps. C'est des lieux qui se recyclent traditionnellement. Et donc forcément, c'était assez impressionnant, quoi, ce Fatoum, pour prendre des grands mots, mais ça m'a vraiment, comme dans chacun de mes films, j'ai beaucoup filmé dans ces marges, des manouches, des yéniches, des gens, des gens magnifique comme ça, mais la question du camp a toujours surgi à un moment dans une scène, sans que je cherche nécessairement à ce que ce soit le cas, mais là j'étais bien là à chaque fois pour accueillir ça, mais au détour d'une scène comme ça, c'était pas au centre, c'était un peu le sous-texte, et donc là je me suis dit bon, puisque le bon Dieu m'a mise là, c'est dans la vallée de la Bruche, le camp était là, et j'ai fini par m'approcher, un cercle concentrique, rencontrer beaucoup de gens du coin, des anciens qui n'avaient jamais parlé de ça, et 500 personnes qui vivaient du seigle et de l'orge, des paysans assez modestes, et des métiers mécaniques de textile, vraiment un village protestant, un village catholique, le temple, le lapsus, l'église, et au loin dans la montagne, comme ça, un paysage magnifique. Et voilà, l'architecte d'Hitler vient et se dit c'est joli et tout ça, et donc décide il y avait une carrière de granit rose, donc décide d'exploiter la veine de granit rose et de mettre son camp là-dedans. Et donc j'ai retrouvé des gens qui étaient là à ce moment-là, et voilà. Et donc là je fais ce film-là en ce moment qui autour de le contre-champ un peu du camp. Je documente pas la chronique du camp, etc. Je pense que... Mais tout ce qui s'est passé et comment on se positionne, comment les gens se sont positionnés. Certains ont eu des petits gestes extrêmement courageux, du bon sens, qu'ils appellent ça du bon sens, quoi. Et on fait passer des courriers, des vivres, tandis que d'autres dénonçaient. Donc j'essaye de faire quelque chose avec tout ça.
Voilà. Nicolas, même question. Comment, par exemple, sur Nous disons révolution, comment ça vient? Avant, en fait, Elisabeth et moi, on a eu un peu la chance d'avoir commencé à faire des films en 80. Et les choses ont tellement changé, c'est-à-dire que ce soit les opportunités, la manière de les produire, la manière de les fabriquer, de les écrire, la technologie, le monde, que finalement, on est tout le temps au travail avec ça. C'est-à-dire que c'est jamais vraiment l'idée de raconter quelque chose qu'on sait à l'avance. C'est avoir envie de travailler sans passer par des commissions, par exemple. C'est d'essayer de commencer tout de suite à faire un film, ce qu'on avait fait quand on était parti dans la jungle de Calais, sans se poser aucune autre question que qu'est-ce qu'on était en train de faire en vidéo. Ça a été beaucoup des scénarios, des commissions, l'avance sur recette, etc. C'est très difficile pour moi de séparer les conditions dans lesquelles on travaille et les rencontres. L'outil est aussi important que les rencontres, en fait. Ce qui fait que là, tu parlais d'un film, parce qu'on a fait donc de la fiction, du documentaire. Le documentaire, ça a été une bouffée d'air frais. Le documentaire, ça a complètement transformé notre rapport au cinéma dans la pratique, quoi. Le fait d'être juste avec ce qu'on appelle le réel et tenter de filmer quelque chose, de construire quelque chose à partir de là. Tu parlais de Nous disons révolution, qu'on a fait. En fait, c'est venu d'une opportunité qui était que le Centre Pompidou nous avait proposé de faire une rétrospective de nos films et que pour cette rétrospective, il demande toujours aux cinéastes de répondre à une question: où en êtes-vous avec votre travail, quoi. Et très vite, tout de suite même, c'était juste la proposition était avant le Covid, mais avec le Covid, tout ça, bon, les choses ont un peu pris un autre temps. On voulait faire un film, on savait qu'on allait faire un long métrage, pas un film de 10 minutes ou d'un quart d'heure, qu'on allait partir sans financement sur un film qui s'appellerait Nous disons révolution, parce que on venait c'est-à-dire où vous en êtes dans votre travail, nous disons révolution. Voilà, qu'il y a quelque chose, il faut recommencer le cinéma. Il y a quelque chose qui est atteint, enfin, Duras le dit depuis longtemps, Godard l'a aussi dit. Mais donc, nous, on s'est approprié cette question-là, comment recommencer le cinéma. Nous disons révolution, et ça tombait bien parce qu'on a lu un texte, le texte de Preciado, là, un livre qui s'appelle Un appartement sur Uranus. Il y avait un texte qui s'appelle Nous disons révolution. Et on s'est dit, tiens, ce texte-là, il va arriver à un moment donné. Et Elisabeth, ça faisait un moment, on était parti pour faire un atelier à Brazzaville, 4 ans avant, avec les feuilles rouges de Faulkner. Et on savait que le film commencerait avec des choses qu'on avait tournées à Brazzaville, sans savoir du tout où on irait après. Mais il y avait cette nouvelle de Faulkner, Les Feuilles Rouges, qui raconte la fuite d'un esclave, etc. Et donc, de fil en aiguille, on est reparti dans d'autres choses qu'on avait tournées, qui étaient à Barcelone, pour une installation. Et on a construit le film sur 4 courses d'esclaves, Afrique, Barcelone et Sao Paulo, où on avait tourné aussi des choses qu'on n'avait jamais revues, qu'on a décidé de monter, et comment tout ça allait tenir. Et on s'est dit, tiens, Nous disons révolution, c'est quoi? C'est tourner un film dans notre salle de montage. C'est-à-dire considérer que la salle de montage, c'est aussi c'est un tournage, le fait de tourner, parce qu'on enregistrait les textes, on faisait on explorait énormément au montage, et avec la couleur. Et bon, c'est un film comme ça qui finalement fait 2h07, or qu'au départ, il nous avait demandé de faire un film de 5 à 10 minutes, quoi. Donc on l'a montré ici.
On a montré au film. Mais cette expérience-là, il se trouve qu'en même temps, il y avait Godard, le livre d'images de Godard qui a été un souffle aussi, parce que moi j'ai le sentiment comme ça, depuis Film Socialisme, que tous les films de Godard ont recommencé quelque chose du cinéma. Et donc voilà, moi j'ai reçu ça comme on a pu recevoir. On peut pas faire. Enfin, Elisabeth et moi, on fait des films à nous, mais on peut pas les faire sans les autres, quoi. Que ce soit les cinéastes, les écrivains, les musiciens, tout ça circule, les rencontres, évidemment, mais tout ça, il n'y a pas de hiérarchie, tout circule en même temps, et j'ai la chance de travailler avec Elisabeth, parce que comme elle écrit, elle a une manière d'écrire au montage, c'est qu'elle peut écrire un scénario ou un texte, ou quand on est au montage, elle a vraiment cette relation au montage qui est de voir. Moi, je peux passer 3 semaines sur l'Heroic Land, j'ai passé 3 semaines sur comment commencer le film, etc. Elle arrive et en 2 secondes, elle voit quelque chose que je ne vois pas parce que je suis trop à l'intérieur. Mais c'est extrêmement concret de travailler avec des matériaux et savoir avec quels outils on travaille, avec quel argent. Parce qu'à un moment donné, on se dit, on ne peut pas aller plus loin. On a genre tourné 80% du film, on n'a pas d'argent pour continuer. Donc, il faut trouver quelqu'un. Donc, il faut faire un peu un montage pour montrer. Et puis, inclure une autre personne qui s'appelle un producteur, généralement, à l'intérieur du film. Là, les choses deviennent beaucoup plus compliquées, réellement, parce qu'on discute de pourcentage. C'est-à-dire que 50-50, ah ben non, moi, ça ne me convient pas. Le producteur va dire, parce qu'en plus, je distribue... et puis je mets ma boîte au service du film, donc vous allez... Et ces discussions-là sont horribles parce qu'elles tendent tout, qu'elles rendent tout très compliqué, alors que l'idée, c'est juste d'arriver à un moment donné avec un groupe de gens, dont un producteur, à arriver au bout d'un film. Donc ces questions de production font partie aussi de... Alors là, tu parlais de pièges, je sais pas par quoi on est piégé. Je pense pas qu'on soit piégé par le réel, je pense qu'on est piégé par des systèmes de financement, de production, avec lesquels il faut tout le temps, comment dire, c'est pas trafiquer, parce que là, je pense qu'eux, oui, vous voyez, mais c'est épuisant. Donc, je pense qu'il faut faire ce qu'on veut faire, quand ça arrive, il faut le faire. Parfois, il faut écrire, parfois, c'est pas la peine, et que les idées de mise en scène, elles arrivent toujours au bon moment, parce que voilà, on est pris dans ce qu'on fait, quoi. On n'en a pas nécessairement beaucoup avant d'être en train de travailler, que les choses arrivent. Sauf quand on est dans une production avec un scénario, un plan de travail, etc., où là, il faut expliquer, évidemment, ce qu'on va faire la journée. Et que Rivette, il avait vraiment un bon système. C'est que Jacques Rivette, vous savez sans doute, hein, mais que les décors, il avait des personnes qui proposaient des décors, 3 décors par séquence, et il décidait le matin même dans quel décor il allait tourner. Il n'allait pas avec plein d'intentions alourdissantes qui fait que finalement tu es pris dans ton monde et que ça devient très rugueux, quoi. Il était dans une espèce d'improvisation inspirée. Voilà. Non, mais c'est intéressant ce que tu dis, et je pense que ça se sent aussi dans ce que vous avez dit précédemment, c'est que la question de la production et des moyens est tout de suite au départ, en fait, d'un film, et se pose, voilà, et je trouve ça important, et ça me fait penser peut-être que l'idée fiction documentaire, c'est peut-être une demande du marché aussi. Parce que théoriquement, je n'arrive pas très bien à la faire tenir tout à fait, en fait, à essayer de définir ce qu'est l'un et de l'autre. Et au CNC, par exemple, n'importe quelle commission, dès qu'on a une idée, c'est-à-dire dès la demande d'écriture d'un projet, on doit cocher la case fiction, documentaire, etc. Et jusqu'au bout, jusqu'à la distribution, on ne distribue pas de la même façon un documentaire et une fiction. Enfin, on en sait quelque chose, d'ailleurs. Voilà. Et donc, il y a vraiment des cases qui sont économiques d'une certaine façon pour la production des films, mais qui viennent pas de l'esthétique ou du faire ou de la production, de la réalisation des films. En fait, c'est ça qui me...
qui m'intéresse. Et moi, je vais juste parler aussi un petit peu de la façon dont pour À pas aveugle, parce que c'est encore une autre façon, c'est ça qui m'intéresse, c'est de voir comment on varie, en fait, et comment ça peut être différent d'un projet à l'autre. Donc moi, j'avais fait Parce que j'étais peintre, qui est un film qui travaille avec et à partir des dessins clandestins faits dans l'ensemble des camps nazis. Des œuvres, c'est-à-dire des croquis, dessins, aquarelles, quelques peintures voilà, et j'avais mis 7 à 8 ans à parcourir l'ensemble des mémoriaux, des musées, etc., à la recherche de ces œuvres. Œuvre, ça ne veut pas dire chef-d'œuvre, hein, mais de ces œuvres. Pour les récolter, pour vous donner une idée, il y en a à peu près 30 000 qui sont revenus des camps aux États-Unis, enfin voilà, qui sont conservés. On estime qu'il y a à peu près 120 000. C'est un peu au doigt mouillé ce genre d'estimation, mais enfin ça dit quelque chose. Et donc moi, en tout cas, j'en ai vu plusieurs milieux pour faire ce film Parce que j'étais peintre, qui était sorti en salle en 2014 en France. Et à cette époque-là, j'avais rencontré les photos clandestines dans des photos clandestines. Et intuitivement, j'avais décidé de ne pas les mettre dans ce film, sans trop savoir pourquoi d'ailleurs, en me disant c'est pas tout à fait la même chose, parce que ma question, c'était pas d'illustrer en fait les choses, c'était de rentrer, mon travail depuis 20 ans sur ces questions-là, c'était de rentrer dans la perception de ceux qui ont vécu les camps de l'intérieur, en fait. Parce que je me suis rendu compte un jour, en rencontrant un déporté, Boris Statliski, qui avait fait une œuvre clandestine à Buchenwald, que les images que nous avons, nous, pour imaginer ce que furent les camps de concentration et le système concentrationnaire, et la Shoah par ailleurs, que ces images viennent soit des SS qui ont fait des images qu'on a vues, soit des armées alliées, soit des photographes qui les accompagnaient. Mais qu'on a eu des textes faits par les déportés, écrits, et des très grands textes. Je ne les cite pas ici, mais des images, on n'en a quasiment pas vues, en fait. Et je me suis dit, il y a quand même un problème de perception, de regard, en fait, et de ne pas avoir accès à ces images. Et quand je me suis rendu compte qu'il y avait autant de dessins, autant d'œuvres qui nous permettaient d'avoir accès à ce regard, voilà, j'ai voulu les récolter. Et c'était peut-être ça aussi un travail de cinéma, c'est-à-dire de rapporter d'autres types d'images, c'est-à-dire de décadrer d'une certaine façon, de déplacer le point de vue et de réfléchir à qu'est-ce que ces images nous apportent, en fait, comme connaissance, comme sensation, comme émotion, voilà, prise de l'intérieur, faite de l'intérieur par les déportés. Et donc des images dont celui qui fait l'image partage la condition de celui qui est représenté, en fait, qui est quelque chose d'extrêmement fondamental, parce que même les armées alliées, même les journalistes qui les accompagnaient, qui ont découvert les camps à leur ouverture à partir de 1945, évidemment, n'ont jamais partagé, et tant mieux pour eux d'ailleurs, les conditions de vie des gens qui filmaient. Voilà. Alors que là, on avait accès. Voilà. Alors évidemment, bref, ça posait des problèmes très concrets et très matériels, et le film était là-dessus. Et donc, j'avais rencontré ces photos sans les mettre. Et je pensais après, parce que j'étais peintre, ça faisait déjà 15 ans que je travaillais dessus, que j'en avais un peu fini avec cette question, en fait. Voilà. Et je vais voir un jour une présentation d'une revue. Qui porte sur un livre que je ne connaissais pas, de Leib Rochman, qui est un écrivain israélien qui écrit en yiddish, qui s'appelle « À pas aveugle de par le monde ». Et ce titre a tout de suite résonné en moi quelque chose, parce que je cherchais aussi par ailleurs depuis longtemps une idée de comment faire un cinéma où c'est la question du corps, c'est-à-dire on est plus avec un corps qui se déplace qu'un regard qui se déplace. J'avais ce problème en moi qui était un peu théorique, mais qui était aussi très concret en faisant des plans. Voilà, parce que je venais de rencontrer, un des photographes qui a fait des photos clandestines à Buchenwald, qui s'appelle Georges Angéli, venait de mourir quand j'apprends la connaissance de ce roman qui s'appelle « À pas aveugle de par le monde ». Et Georges avait fait des photos en enveloppant l'appareil clandestin caché comme ça sous son bras, sous des journaux, et en se promenant comme ça dans le camp. C'est-à-dire il avait fait des photos à l'aveugle, c'est-à-dire c'est plus des prises de corps que des prises de vue. Hein. C'était sans jeu de mots, c'était vraiment des prises de corps. Et donc j'avais ça en tête, en fait. Et donc ça a fait tilt, parce que je me suis dit, mais pour faire un dessin, il faut avoir vu ce qu'on représente, mais on n'est pas obligé d'être en face
du sujet qu'on représente pour dessiner. Beaucoup de dessins ont été faits de mémoire le soir dans le bloc ou au retour parfois. Et la photo, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire la photo, on n'est pas obligé de regarder pour faire une photo, et qu'on fait des plans aussi. On peut très bien faire un plan à l'aveugle, mais par contre, il faut être physiquement en face de l'objet, du sujet ou de la personne qu'on veut photographier. Et cette inversion entre le corps et le regard m'a convaincu de faire un autre film, parce que tout d'un coup il y avait quelque chose qui m'intéressait, encore une fois dans cette idée de regard aveugle d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'on voit quand on ne voit pas, et qu'est-ce qu'un corps peut prendre comme image? C'était un peu mon obsession, et c'était aussi cette idée de prendre la photographie autant comme un acte que comme une image. Donc un acte, une photographie, c'est repérer, c'est trouver un appareil, c'est faire un petit coup, un petit rapt à chaque fois, se cacher, prendre l'image, après cacher l'appareil, sortir la pellicule, etc. Il y avait à chaque fois une petite dramaturgie à raconter. Voilà, et c'est pour ça que j'ai voulu faire un second film, À pas aveugle, donc, dont on a parlé. Voilà pour l'expérience. Je voulais venir à un deuxième point peut-être qui m'intéresse, et d'ailleurs c'était un peu dit par Marie, et j'ai été frappé aussi à quel point les films que nous avons faits relèvent du sacré. C'est-à-dire qu'il y a du sacré dans la façon qu'on a je pense, de filmer. Il y a du sacré dans la façon qu'on a de concevoir le cinéma. Et il y a du sacré dans nos films, en fait. Dans Nous disons Révolution, Nicolas, il y a un personnage qui dit on va faire un film, c'est-à-dire une cérémonie, par exemple. Dans Marie, tu as parlé du baptême, et il y a quelque chose avec la croyance qui revient régulièrement dans tes films. Et dans Le Vertige des possibles, il y a cette chanson qui finit le film, qui est Holy, 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 donc sacré, sacré, sacré. Voilà. Et je pense que c'est dans ce rapport un peu grave, je veux dire un peu pas cérémonieux dans le mauvais sens du terme, mais un peu rituel, qu'il y a quelque chose qui nous lie au cinéma. Voilà, je ne sais pas si quelqu'un veut en parler. Marie, peut-être tu veux... Oui, c'est vrai que... Je sais pas si... Oui, ça marche. Ouais. J'aime bien dans les westerns les scènes comme ça, où il y a justement des rituels, des choses où la communauté se redit son appartenance à la communauté des hommes, enfin à l'espèce humaine. Je trouve ça souvent assez costaud au cinéma. Et là, en l'occurrence, bon, pour les gens que je filme, ça va un peu de soi, parce que c'est des gens à peu près sans terre, sans bien, sans rien. N'était-ce le lien qu'ils ont entre eux, et un contrat qui re-signe à chaque fois. Enfin, il y a beaucoup de prénoms qui sont tatoués sur les bras, parce que ça, au moins, ça dure. Ils sont systématiquement séparés les uns des autres, foyer, camp, enfin bon, prison, enfin voilà. Donc c'est vraiment très, très important et assez fort. Et en plus, c'est fait avec trois bouts de chandelle. Enfin, c'est ça qui est assez costaud aussi, quoi. C'est vraiment pas ostentatoire, c'est pas... mais c'est toujours là, et c'est depuis la nuit des temps, puisque si on prend les Yéniches, bon, ça remonte à la guerre de 30 ans. Et ça marche, en fait. Et du coup, bon, c'est un peu des grands mots, tout ça, mais c'est vrai que j'aime bien quand même l'idée que le film soit un peu comme un bain chimique, quoi, fait pour révéler quelque chose qui n'apparaît pas nécessairement... c'est vraiment des grands mots, mais enfin c'est un peu là aussi, quoi, la beauté des personnes, leur droiture, leur force, leur grandeur malgré toute la merditude des choses. Voilà, donc j'aime bien cette idée-là, essayer de travailler autour de ça de manière assez intuitive en plus, parce que je ne cherche pas à chaque fois à filmer un baptême. C'est un cheminement, quoi. Et dans votre cinéma, vous faites l'image seule. Oui. Et vous dites que vous travaillez avec une caméra que vous voulez imposante. En tout cas, vous ne voulez pas du tout vous faire discrète. Et je trouve que ce qui est très beau, c'est qu'on voit à la fois ce qui se passe dans l'image, mais on pense toujours à vous qui êtes là, physiquement aussi avec ces personnages. Et que c'est aussi... On pense à ce qu'on voit et à votre lien avec ces gens. Et ça, c'est une chose qui m'a frappée, que je trouve extrêmement belle dans ce cinéma.
Merci, parce que c'est vrai que je filme, j'ai une ingé son, Aline Hubert, et parfois Xavier Griette, toujours les mêmes personnes qui m'accompagnent bon an, mal an, en se demandant à chaque fois ce qui va leur tomber dessus avec le prochain film. Et c'est vrai que je l'ai déjà dit, mais c'est vrai que je tourne toujours à peu près avec la même focale qui restitue le plus fidèlement ce que perçoit l'œil. Mais ça m'oblige du coup à me positionner concrètement, très, très simplement, très prosaïquement, dans l'espace, dans la scène. Et quand on commence à faire un film avec eux, à chaque fois en début de film, comme c'est pas toujours les mêmes personnes bien sûr, parce qu'il y a des ramifications, je leur dis voilà, moi je serai là, je filmerai avec cette focale. Et donc la première scène, ils se mettent à ma place, je me mets à la leur et disent voilà, donc si je suis là, vous serez en gros plan, si je suis là-bas, vous serez en plan large. Donc voilà, cette donnée est claire et on est là pour faire un film, pas pour sympathiser, pas pour je vais pas éplucher des pommes de terre pour avoir l'air d'être la fille sympa. Enfin, c'est pas la question. La question, c'est vraiment d'essayer d'être dans un champ, enfin dans une fiction déjà, même si c'est le documentaire et que avec un peu de chance, le film va échapper et partir dans un endroit auquel je m'attendais pas. Mais en tout cas, j'essaie d'installer ça de manière très rigoureuse et je me dis aussi que quand je pense à la scène dans la cuisine qui est minuscule, donc ils sont 2-3 plus Aline plus moi, vraiment on peut à peine bouger. Je me dis tant que j'ai la place là physiquement. Alors les gens qui regarderont peut-être le film, j'aimerais bien qu'ils aient leur place aussi, mais qu'ils se sentent avec eux, c'est-à-dire de manière active, pas à observer. Oh là là, ces gens vivent surtout pas, mais idéalement. Après, il y a des gens qui rejettent parce que c'est trop, je ne sais, mais dans l'idée de pouvoir s'identifier et partager quelque chose à un moment, une histoire, une vie, tout à coup se projeter, qu'est-ce que je ferais, qu'est-ce qu'il faut choisir, quelle route, quel destin choisir, voilà, j'essaye de faire ça un peu comme pour une fiction. C'est ritualisé quand tu déclenches la caméra. Comment ça se passe quand tu es avec les gens? Ils le savent quand tu enregistres et quand tu n'enregistres pas ou... Oui, parce que ça se voit en fait. Enfin, j'ai un truc rouge, pas comme tout le monde, mais qui s'allume. Et puis j'ai la caméra à côté de moi. Je l'utilise pas tout le temps, mais je me mets en route. Aline avec sa perche dans une cuisine, ça se cogne contre la bajour. Enfin, c'est tout un... Enfin, je vous apprends rien, mais c'est un peu comme... Et puis essayer aussi d'être dans la joie, enfin, dans l'excitation de faire un film ensemble. Enfin, on est là pour fabriquer quelque chose ensemble, et tout ce que tout à coup, les personnes, mes héroïnes ou mes héros, pensent, disent, etc., tout devient assez important. Avec parfois l'idée de rejouer quelque chose qui s'est passé pour eux, ça c'est plus rare, mais comme reprendre sa chance aux cartes, quoi, redistribuer les cartes, refaire le jeu, quoi, reprendre la main. J'aime bien cette idée-là aussi en filmant. C'est pour ça que pas contrairement, parce que sur la question de production c'est aussi tout un truc, mais moi j'aime bien écrire en revanche ce que j'ai pu projeter sur une histoire une situation que j'ai vue, que j'ai traversée pour passer un peu de temps avant de me lancer dans le film et à chercher à peu près quel va être le cœur du film. Et puis à chaque fois, c'est des coups de dés, quoi. Enfin, Belinda, l'idée était du mariage, et bien, voilà, ils n'avaient pas assez d'argent, ils font une bêtise pour acheter la robe, tombent en prison, il n'y avait théoriquement plus tellement de films, quoi. C'est vraiment des coups de poker. C'est de la métaphore filée du jeu de cartes. mais j'aime bien cette idée quand même d'écrire, quoi, d'essayer de restituer déjà à l'écrit quelque chose du monde, d'essayer de trouver un peu de plaisir aussi à faire ça. Enfin, là, je m'égare dans les questions de production. On pourra y revenir. Non, mais c'est encore autre chose. C'est pas le plus. Voilà. Je me permets d'intervenir parce que je suis comme toi. Moi, j'ai besoin d'écrire pendant 2 ans, 3 ans, de vraiment maturer un film, d'aller 20 fois dans les lieux, de rencontrer les gens, de réfléchir, etc. Je serais incapable de faire et je suis très admiratif comme ça, un film qui s'écrit au montage, comme tu disais, c'est-à-dire que la table de montage soit à la fois le lieu de l'écriture, le lieu de tournage et le lieu de montage. Et tout est dans cet endroit comme
comme un atelier, en fait, comme un peintre aurait un atelier. Je suis très admiratif de ça parce que je suis incapable de faire un plan si j'y ai pas réfléchi pendant 10 jours, quoi. Enfin, voilà. Peut-être que pour une chose très minimaliste, quoi, que je pourrais dire, c'est que c'est pas toujours comme ça. Mais par exemple, le film qu'on va montrer tout à l'heure, qui s'appelle Cosmocide, c'est venu pendant le Covid. Nous, on habite, Elisabeth et moi, on habite à Fécamp, c'est-à-dire c'est la mer, tout de suite. Et tous les jours, on marchait 1 heure. On avait le droit de marcher 1 heure. Ça nous est arrivé d'être arrêtés par la police parce qu'on marchait côte à côte. Il n'y avait personne, c'était vide, quoi, nulle part. On marchait côte à côte, ils nous disent, vous n'avez pas le droit de marcher côte à côte, marcher l'un derrière l'autre. Sincère, et dans Tati, hein, comme dans les films de Tati, le couple. Oui, ben alors du coup, on s'amuse un peu, on dit, mais comment on fait la nuit alors dans le lit, on fait quoi Ça ne nous regarde pas. Donc, bon, voilà. Bon, je photographie. Il y avait une falaise où il y avait des fleurs jaunes. Encore à l'époque, il y avait des fleurs jaunes. Et je photographie avec le iPhone, Elisabeth cueillant les fleurs jaunes. Et puis, en photographiant, j'ai eu beaucoup de plaisir à photographier. Donc, je propose qu'on revienne le lendemain, pendant notre heure de balade réglementaire, pour la photographier en argentique avec un appareil 6.6. Et puis après, la lumière était tellement belle. Je dis, ben voilà, demain, on vient, on commence un film, on verra, quoi. Parce que je me suis dit, je vais la filmer en train de cueillir ces fleurs avec la lumière, un coup qui arrive le matin, et la même scène filmée avec la lumière du soir qui arrive par la mer. Et on s'est fait à nouveau, on est allé plus loin pour filmer l'océan, quoi. Et à 9h du soir, la police arrive. On était avec un pied, et je vous assure, quoi, délit d'immobilité. On n'avait pas le droit d'être immobile. Et on dit, mais comment on fait pour filmer le coucher du soleil Il faut rester là. Il dit, mais vous n'êtes pas censé filmer, c'est le Covid, c'est une épidémie, vous devez rester chez vous, quoi. Vous n'avez pas le droit de rester immobile. Voilà. Donc, du coup, je ne sais pas combien, 2 fois 250 € d'amende. Et donc, bon, on a filmé encore un peu, parce qu'il y avait quelque chose qui se passait d'un peu étrange, c'est-à-dire qu'il y avait un flair dans la caméra, à un moment donné, à plusieurs reprises, à cause du soleil. Et bon, ce flair me fascinait, je me demandais ce que c'était, quoi, espèce d'explosion, voilà. Alors... Lav Diaz, un cinéaste philippin, ah oui, il y avait à ce moment-là, après, il y avait la Russie qui a envahi l'Ukraine en février 2000. Les roches étaient restées comme ça en l'état. En 2022, la Russie a envahi l'Ukraine et Lav Diaz m'envoie un mot en disant, je vais faire un film collectif qui s'appellerait l'Ukraine. Est-ce que tu as des images? On va les mettre ensemble et puis je les projette en mai. Donc je pensais à ça et on a continué le film. Donc on a continué le film avec cette idée que ce flair, finalement, c'est peut-être une explosion nucléaire qui arrive de l'autre côté de l'océan. Et puis on a monté le film et on l'a terminé en octobre, là, une fois que les bombes ont commencé à tomber sur Gaza. Et ce qui fait que le film s'est construit vraiment... À cause d'événements, le Covid se suspend dans lequel quelque chose arrive parce qu'on avait le sentiment que le jaune des fleurs, l'air était contaminé par quelque chose qui était pas du tout normal et donc cette chose qui n'était pas du tout normale, finalement, on s'est rendu compte que c'était une explosion nucléaire qu'on intègre dans le film avec un texte très court d'Achille Mbembe qui parle que dire des bombes, qui parle des bombes et qui décrit des bombes. Et puis on a fini le film avec Gaza, quoi. Ce qui fait qu'on n'est pas obligé, enfin, Elisabeth et moi, en tout cas, dans la manière dont on travaille, on n'est pas du tout obligé de faire un film, de commencer et puis de l'arrêter. Voilà, on met les choses de côté, on reprend. Il y a des films, évidemment, on commence de A à Z, quoi, comme ça, en étant très précis, etc. Mais on s'est rendu compte qu'avec cette technologie qu'il y a aujourd'hui et le fait
là où on habite, la maison où on habite, on peut monter, on peut prendre absolument tout le temps qu'on veut pour travailler. Et tant qu'on n'a pas trouvé, le film n'est pas fini. Et sur la question de la cérémonie, parce que c'est dans ton film qu'il y a ça, on va faire un film, donc une cérémonie. C'est pas exactement ça. Non, c'est parce que le film, quand on tournait l'atelier, le film devait s'appeler Cérémonie. Et il devait s'appeler Cérémonie à cause d'un morceau qu'on avait mis dans la blessure de Joy Division qui s'appelle Cérémonie. On s'est dit, tiens, on va partir là-dessus. Le mot sonnait. Alors effectivement, on était en Afrique. Et on avait envie de... Enfin, nous, on n'est pas... Enfin, eux, ils ont un tel art. Ils te débordent dans tous les sens, quoi. Et donc, tu as l'impression que même se poser la question comment filmer devient, comment participer à quelque chose qui existe depuis tellement bien longtemps avant toi et qui existera bien après, où trouver l'endroit où on peut commencer à filmer et être pris par cette... énergie incroyable qu'il y a en Afrique, quoi. Je parle même d'une énergie, enfin quelque chose d'invisible, parce que tu es soulevé par les rencontres, par la danse notamment. Donc nous disons révolution, il y a la danse arrive à plein de moments. Et la fin à Sao Paulo qui a été tournée, dans un quartier où chaque année ils font une cérémonie, là pour le coup, parce que là c'était une cérémonie justement pour honorer les esclaves qui étaient arrivés qui venaient d'Afrique, qui étaient arrivés au Brésil. Donc c'était une cérémonie précisément là-dessus, et donc on l'a filmé. Voilà. C'était pas l'idée qu'on va faire une cérémonie, c'est qu'il y a quelque chose de toute manière dans la vie qui a à voir avec ça, et que c'est peut-être une des plus belles choses qui soit, c'est qu'est-ce qui nous lie et quels sont les rituels avec lesquels qu'on peut transgresser, évidemment, parce que c'est tout un art aussi de transgresser le rituel. Quelles sont les cérémonies qui marchent plus, qui éteignent, et quelles sont les cérémonies qui réveillent, quoi. Sur cette question-là, très rapidement, j'avais fait un film au cours duquel la jeune fille Belinda, qui avait à l'époque 15 ans, avait rencontré dans une fête foraine un jeune garçon, un très beau garçon, manouche. Tu t'appelles comment Manuel en français, Pesso en gitan, etc. Bon, bref, une petite scène, ils montent ensemble sur un manège, enfin, c'était assez beau, une petite scène de flirt. Ils écoutent quoi comme musique? Du reggae, pas n'importe quel reggae, enfin bon, tout ça. Et à la fin de la séquence que j'ai filmée, mais il dit bon bah salut, je vais chez mes cousins à la manufacture de l'autre côté des rails. Donc les filles le regardaient comme ça un peu, émerveillées. Du coup, moi je me suis dit je vais faire le prochain film de l'autre côté des rails à la manufacture chez les cousins. Et donc je suis arrivée quand même bon an mal an dans un endroit chez les gitans, chez les manouches de Colmar, au bord des rails. Enfin c'était quand même un petit peu différent, avec le chien qui aboie un peu, tout ça. Enfin c'était c'était un peu particulier d'arriver là en disant j'aime beaucoup qui vous êtes, je pressens du sacré dans ce que... Enfin voilà, on peut pas dire des choses comme ça. Donc j'arrive, on me dit allez voir l'ancien, donc une belle maison comme ça, toute en bois, toute vissée en bois, avec des tulipes peintes et tout. Et je vois un homme très classe avec un chapeau comme ça, une chemise à rayures, des chaussures pointues en cuir, un peu entre Marlon Brando et Jean-Yann physiquement, il s'appelait Ramucho, qui met ses deux bras comme ça et qui me regarde, mais vraiment comme si j'étais un petit vermisseau à ses pieds, en train de me contorsionner pour expliquer ce que j'étais en train de vouloir faire, que j'ignorais moi-même d'ailleurs en plus. Enfin, parce que c'est ça qui est bien quand on fait des films, c'est que on prend toujours un air d'en avoir deux. Finalement, parfois on ne sait absolument pas par quel bout on va prendre ce truc-là. Donc j'explique, il me regarde un peu comme ça, il me dit bon, revenez ce soir avec votre copine là. Il y avait Aline un peu quelques mètres plus loin qui se demandait un peu encore dans quoi on allait s'embarquer. Et donc on arrive le soir, et puis il me dit puis ce soir vous allez filmer. Donc là c'était carrément une commande, quoi. Je me demandais vraiment ce que j'allais filmer dans cet endroit la nuit au milieu de nulle part. Et je vois arriver plein de gens. Des manouches de tous les côtés, des jeunes, des vieux, des femmes qui venaient pour une cérémonie. En bas de sa maison, il y avait du lino, des papiers, le fleuve, le Jourdain, tout ça. Enfin,
Et c'était donc une cérémonie voilà, évangéliste, religieuse, etc. Donc là, je commence vraiment à me demander ce que je fais avec ma caméra, ne connaissant personne. Mais je vais mettre ma caméra... Enfin, je dis, de quoi je... Et là, il a une manière très belle de nous présenter. Il dit, là, on avons 2 sœurs, là, une qui venait de Strasbourg, c'était une qui venait de Paris, c'était moi. Et ces 2-là, ils tournent des films, c'est leur grâce à eux, alors on va leur laisser tourner des films. Je crois que vraiment, ça résumait bien... il avait pigé quoi, dans quoi on était dans cette espèce de quête. Bon, c'était un peu long comme anecdote, mais... Non, c'est très bien. Viviane, tu voulais peut-être parler? Oui, je ne sais pas si Isabelle et moi, on réfléchit, enfin, si ce mot de sacré, de rituel, même si notre prochain film, il y a des rituels, puisqu'il y a les Indiens de Californie du Nord et des cérémonies sacrées, mais c'est plutôt comment on se débarbouille de soi-même, d'attentes, de nos questions, mais l'autre en face aussi, on doit tous se débarbouiller, et vous aussi. Comment on se met dans une disponibilité pour être dérouté, pour une disponibilité pour regarder à nouveau et pour écouter. Comment on crée cet espace de perception. Et là, en l'occurrence, sur ce film Ailleurs partout, avec Chahine, donc ce jeune Iranien, parce que forcément, vous avez des choses qui se sédimentent et qu'on ne sait pas dire, on ne peut pas les dire, on ne peut pas les formuler. Il y a des intuitions, mais il y a aussi, et comme vous disiez, Nicolas, il y a des choses tous azimuts. Il y a tous les films qu'on a vus. Il y a une réflexion très consciente sur le monde, sur l'état du monde, sur l'état des images. Et forcément, avec un jeune migrant, on se dit toutes les images qu'il y a déjà eues. Et ce n'est pas une question d'être original, ce n'est pas cette question-là qui vous déporte toujours de ce que vous voulez faire et vous ne savez pas encore très bien quoi. C'est qu'on plie l'affaire, c'est qu'on reconnaît. On croit qu'on sait déjà, et donc on plie l'affaire très vite. Et on est dans des automatismes. Comment faire pour ne pas reconnaître et rencontrer quelque chose où vous vous arrêtez, vous regardez et vous écoutez? Comment faire? Et il y avait des tas de questions comme ça. Comment faire pour ne pas être en face, mais avec? Parce qu'on avait cette impression, bon, il y a des films d'une veine plus humaniste qui disent, voilà, au-delà des chiffres, on s'approche des visages, on s'approche des corps. Et ce n'est pas une question de vérité, c'est nous, à ce moment-là, ce n'était pas comme ça. Et on s'est dit, non. Et comment faire? Parce qu'on sentait que c'était piégé. Nous, on était piégés, enfin, le terrain est piégé. Comment faire pour donner la parole? Mais vous savez, des gens qui n'ont pas souvent la parole, vous leur donnez la parole, c'est compliqué. C'est compliqué et qu'on pourrait se retrouver nous-mêmes à piéger Chahine dans l'espèce de discours de vérité dont parle Foucault, qui était le questionnaire de l'Office d'immigration. Elle raconte et raconte tout, et on le met dans la position de l'aveu. Il fallait vraiment être ailleurs de ça. Comment faire pour ne pas l'assigner à une place, pour ne pas la réduire à une seule dimension, mais plutôt essayer de diffracter différentes facettes de ce jeune homme. Et un des premiers choix, et vous voyez, c'est inextricablement esthétique et éthique ou politique, c'est que le premier choix qu'on a fait avec Isabelle, c'est qu'on ne verrait pas Chahine. On ne le verrait pas. On évitait pour nous l'écueil de la photo d'identité. Bah oui, quand on le voit, oui, c'est un migrant. Une sorte d'exotisme, entre guillemets. Ah bah oui, c'est un migrant. Il a certains rituels, certains gestes, il ne mange pas la même chose que nous. Et que donc, c'était de sortir de la représentation et de désarçonner les spectatrices et les spectateurs dès lors qu'on est dans une civilisation de l'image, mais qu'on n'en a pas là. Et donc, on frustre un peu. Mais on met les gens dans la situation d'être un peu des aveugles qui tâtonnent et que l'image, elle se forge dans votre tête. Chacun et chacune aura une image différente qui changera puisque les facettes de Chahine se révèlent autrement et que le jeune homme change au cours de son chemin. Il change parce que c'est une jeune personne qui change très vite et plus vite encore puisqu'il traverse des moments extrêmement éprouvants. Mais alors oui, ok, alors s'il n'y a pas d'image de ce jeune homme, alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, alors ce serait ceux qui regardaient ces images de la webcam de caméra de surveillance,
mais qui ne viendrait pas illustrer le chemin de Chahine, mais raisonner plutôt avec lui. Et ça pose toujours la question, alors parce que tu disais que toi, ton incipit, c'était aussi qu'il y avait des images des Alliés, des images des nazis, et nous, on est allés au cœur presque de l'enfer, quoi. Dans les images de l'ennemi, c'était des images du système de contrôle. Mais grâce à Chahine, parce qu'on en a toutes vu des petits bouts, mais quand vous vous plongez là-dedans, on s'aperçoit qu'on voit beaucoup de choses du monde et qu'il y a cette chose, cette défiance de l'image qu'on a héritée des années 70 et qu'il y a en même temps cette chose simple et à la fois qui reste mystérieuse, abyssale, c'est l'enregistrement. C'est que quelle que soit l'instance de production, et même une production nazie ou un système de contrôle, quelque chose résiste là qui dit autre chose. Encore faut-il, voilà, qu'est-ce que vous mettez en place pour le faire vibrer, pour le faire voir? Oui. Non, c'est très beau ce que tu dis. Enfin, moi, je trouve qu'on est au cœur un peu de la discussion que je voulais avoir. C'est quelle stratégie ou quelle, je ne sais pas comment dire autrement, on met en place pour essayer de regarder les images autrement ou de ne pas rajouter des images inutiles au monde qui en débordent, de décadrer, que quelque chose advienne, en fait. Moi, c'était la question, comment quelque chose advient dans un film, comment quelque chose advient dans un plan, comment quelque chose advient dans une scène. Et pour ma part, j'avais essayé d'abord, j'avais mis, moi, À pas aveugle sous le sceau de la louange, en fait. C'est-à-dire, je voulais que ce soit un exercice d'admiration pour ces gens qui ont risqué leur vie pour nous ramener des images, en fait. Donc il y avait déjà ça, et des images qu'on n'avait pas regardées, qu'on avait très mal regardées, on les avait essayé de les voir pour leur valeur documentaire. Or leur valeur documentaire est très faible, en fait, par rapport à un témoignage, par rapport à un plan, par rapport à quelque chose comme ça, et donc on s'en était un petit peu débarrassé ou désintéressé, ou alors on les utilisait comme des illustrations, et aller y voir, en fait, l'image, non pas comme un document, mais comme la trace d'une rencontre, comme la trace d'une expérience humaine, comme la trace d'un rapt, d'un vol, comme la trace d'un acte de résistance, comme la trace d'une humanité qui crie, en fait, et qui se dit « mais je suis vivant, donc je fais une image », etc. Ça avait été ça, moi, mon travail, et que le film restitue quelque chose comme ça et parte à la rencontre, d'une certaine façon, de ce cri, en fait, que constituaient ces images. Et de tous les gestes précis. Et de tous les gestes, voilà. Et donc c'était ramener ces photos à leur acte de résistance dont elles sont la trace, et moins à leur part illustrative au documentaire, même s'il y en a une de toute façon, puisque comme tu dis aussi, et je souscris totalement ça, il y a toujours quelque chose dans une image qui échappe, en fait, à l'intention principale de l'image elle-même, d'une certaine façon, ou même, et en particulier dans la photographie ou dans le cinéma, qui échappe, parce qu'en peinture, t'as toujours chaque détail est quand même mis par le peintre d'une certaine façon, même s'il y a des accidents de peinture, etc., qu'on peut retrouver, alors que dans une photographie, il y a toujours quelque chose, en fait, d'une certaine façon, qui échappe, et que c'est là, peut-être, moi, en tout cas, que le film pouvait se faire aussi, c'est-à-dire que dans le film, on retrace autant que faire se peut, d'une certaine façon, le chemin parcouru par une partie des photographes clandestins, et on essaye de regarder du point de vue où ils ont regardé 80 ans après dans les ruines et les sites des anciens camps. Et aussi, dans un deuxième mouvement, on scrute à la loupe, et vraiment à la loupe jusqu'au seuil d'invisibilité chaque image, pour voir justement ce qui peut y échapper, et jusqu'à leur matière. Et donc le film pour moi était ce que Pierre Michon appelait une louange, en fait, c'est-à-dire une louange, une forme de prière comme ça à ces gens, et il commence par une scène où on va à la rencontre d'une certaine façon des restes humains, c'est-à-dire des éclats d'os qui sont encore
sous la terre, dans les sites de Birkenau, qui étaient dans les sites de mise à mort de Birkenau, à la fois comme trace de cette humanité disparue, mais aussi comme idée que la photographie avait quelque chose de très lié au physique, en fait. C'était pour ramener toute la dimension physique à la photographie, au cinéma d'ailleurs en général, parce que là, pour le coup, je fais pas de différence sur ce plan-là, c'est-à-dire en bon lecteur de Bazin et de Roland Barthes, voilà, l'idée de la trace et de l'empreinte qui était là. Je ne sais pas si vous voulez... Oui, je crois que la question ce que tu dis, Viviane, pose... comment dire, c'est la base, quoi. C'est quand on filme quelque chose, quelqu'un, comment filmer avec ce sentiment que c'est la première fois qu'une caméra tourne. Quand on était dans la jungle, quand nous a invités pour venir passer 2-3 jours dans la jungle de Calais, c'était un moment donné où il y avait énormément d'énergie dans ce lieu, quoi. Et il y avait des gens partout, et tous les gens qu'on croisait dans la jungle nous saluaient. Bon, c'était assez bouleversant, ces saluts. Ils nous disaient bonjour, et ils disaient hello, hello, salut, bonjour, bonjour, et puis ils s'arrêtaient, ils commençaient à discuter. On leur donnait pas, on n'a jamais le sentiment de leur donner la parole, mais ils la prenaient sans arrêt, et c'était incroyable, comme ça. Moi, j'ai croisé des amis photographes qui étaient là-bas, qui faisaient la tête, qui disaient « j'arrive pas à photographier, j'ai l'impression que j'ai tout vu déjà dans les photos, que du coup je vais reproduire des trucs de migrants, des photos qu'on a vues partout, etc. » Je me souviens aussi Nicolas Philibert, qui était là, qui ne savait absolument pas par quel bout filmer, et est-ce que c'était éthique même. Lui, en tant que cinéaste, est-ce qu'il est légitime, etc. En fait, le fait de passer un an, beaucoup de temps, ça déplace tout. De passer beaucoup de temps avec comme seul parti pris de filmer jamais moins de 3 minutes, quoi qu'on filme, de commencer par juste des paysages, des espaces, des plans larges, juste pour c'est quoi entrer dans cet endroit. Comment filmer les personnes qui sont là? Quel pacte on va construire ensemble les uns les autres? Parce que ça passe par un pacte. C'est pas... Nous, on n'est pas cinéaste. On est cinéaste, mais on n'est pas cinéaste à ce moment-là. C'est autre chose. La caméra, à la limite, c'est comme une cigarette. Salut, ça va, etc. Oui, on partage une cigarette. Et on s'est rendu compte qu'en fait, jamais leur poser de questions. On s'est fait amis très vite avec des gens qu'on voyait tous les jours, on faisait un parcours comme ça, on passait notre journée à passer des Soudanais aux Éthiopiens, aux Iraniens, enfin, genre, on tournait comme eux qui tournaient. On avait l'impression qu'on tournait comme eux qui cherchaient la sortie, quoi. Et on était pris dans ce vertige, quoi, de où est la sortie, par où on peut sortir. Et on s'est mis là, pour le coup, à faire des repas avec les uns les autres, à les acheter à manger, à faire des repas, quoi. Et un jour, il y a cette fille, pour ceux qui ont vu le film, qui s'est mise à danser, que j'ai filmé, et venait de sortir le disque de Christophe avec une chanson qui s'appelle Dangereuse, et je monte une séquence à l'auberge de jeunesse où on était, et je lui montre le lendemain avec cette musique, elle qui dansait. Elle m'a dit, je ne sais pas qui est cette personne, mais il chante pour moi. Si vous finissez le film, je veux que cette musique soit sur moi en train de danser, quoi. Ce qui, a priori, est un sacrilège, puisqu'elle dansait sur de la musique éthiopienne. On ne va pas mentir, mais elle nous a dit, mentez tant que vous voulez, parce que vous faites en scène. Voilà, et ça me fait... Voilà, ça me fait... Alors, Dangereuse, bon, voilà. Donc, donc on trouve... C'est ça que je voulais dire par rapport à ce que tu dis, Viviane. On n'a jamais réussi à filmer des militants. Il y avait des gens qui passaient toute leur journée à parler aux caméras. Une fois, on nous a dit, il faut que tu filmes telle personne, il est incroyable.
On l'a filmé, il ne se passait rien du tout parce que ce qu'il disait était en boucle et qu'une fois qu'on est parti, il y a d'autres la BBC est arrivée, etc. Donc en fait, on cherche à s'infiltrer dans des zones où il n'y a personne et on voit des choses qu'on n'a jamais vues avec aussi cette chose, parce que c'est quand même du cinéma, c'est de la lumière. La question de la lumière, elle est ultra importante parce qu'on n'a jamais vu ailleurs que dans la jungle les lumières qu'on a vues, et je ne sais pas, et là pour le coup la question spirituelle se posait, comment ça se fait que la lumière bouge comme ça, apparaît comme ça, disparaît quand il y a les grosses caméras qui déboulent. Je veux dire, il y avait une espèce de vie comme ça avec la lumière, avec les gens. D'incandescence presque. Quelque chose... Et si on ne tourne pas pendant 2 jours, on ne tourne pas pendant 2 jours. Mais on est obligatoirement en attente de quelque chose. Et quand cette chose surgit devant la caméra, on la voit, quoi. Il n'y a rien à faire. Et si tu dis... Tu te souviens, hier, tu as dit ça, c'est vachement bien, on aimerait bien que ça soit dans le film. Hier, un jour, il nous raconte un truc, Z nous raconte un truc très drôle, très long, etc. Et on lui dit, OK, demain, tu es d'accord parce qu'on n'avait pas filmé, est-ce que tu veux bien redire ce que tu as dit demain? Ouais. Bon, alors on arrive, etc. Tu peux redire? Ça a duré 2 secondes et demie. Il a résumé, il n'y avait plus rien. Donc, une fois que la chose est passée, elle est passée. Ou bien une autre chose, c'est que le jeune couple d'amoureux, là, dans le film, à un moment donné, je filmais Almaz en train de préparer à manger. Lui, il arrive, il commence à parler et il s'engueule. Et on ne savait absolument pas de quoi il s'agissait. On ne savait pas. Et donc, juste, il s'engueule, ça monte. Et ça dure. Là, c'est elle voyait que elle a déplacé elle-même la lumière. Parce qu'avec la cuisinière, il y avait de la buée sur l'objectif, donc je me déplaçais pour filmer son amie. Elle déplaçait la lumière, et il faisait une scène dont on n'était absolument pas au courant de ce dont ça parlait. Et on a monté la scène comme ça, en plan séquence, intégralement. Et quand on a commencé à chercher, 6 mois après, de quoi il s'agissait, on a dû passer par 3 traducteurs différents parce qu'ils parlaient 3 langues différentes. Et il parlait le tigrinya, qui est la langue érythréenne, l'amharique, l'arabe éthiopien et l'anglais, leur anglais, quoi. Donc, il pouvait seulement traduire de là à là, et l'autre, il ne savait plus ce que c'était. Donc, ça a pris vraiment un temps. Ce qui fait que cette idée de filmer des personnes, c'est sur du temps, et même ce qu'ils disent, on n'est pas nécessairement obligé de comprendre tout de suite de quoi ça cause. On se posait même la question parce que quelqu'un est venu regarder un peu à la maison le film et nous disait mais ne mettez pas de sous-titres. Il y en a marre de ces films où on voit des sous-titres partout, on comprend ce que les gens disent, mais on dit mais attends, c'est pas possible de ne... Bon, il y a eu un très beau film qui s'appelle Babel, je crois, qui a été tourné sur une frontière comme ça, où il n'y a pas de sous-titres, et le film est génial, mais 3h40 sans sous-titres, c'était... Mais donc, c'est une vraie question aussi qui pousse à réfléchir à la manière dont ces personnes sont présentes dans le film. Garder aussi... d'avoir cette palpitation entre la proximité et la distance. Et le mystère des gens. On ne parle pas la langue, c'est une vraie question. Mais tu parlais du temps, de ce temps où ce n'est pas toujours utile, et ce n'est pas toujours le cas, mais c'est vrai que nous, on aime bien éplucher les pommes de terre. Enfin, avec Chahine, non, puisque personne n'était chez soi, mais de partager un moment, par exemple, autour d'un repas, des moments où on peut se taire ensemble, où on a des trucs dans la bouche, donc on se tait. C'est des moments d'intimité où on ne sait pas où ça va, mais ça se dépose. Et l'autre chose qu'on a senti très fort depuis toujours, mais avec Chahine, ça s'est cristallisé, on a pu le formuler comme ça, c'est de ne pas être dans un jeu de questions-réponses, parce que c'est que nos questions, et
ça étrique les gens malgré tout. Ils ont leurs astuces et leur intelligence et leur vivacité pour échapper. Mais c'est plutôt nous, par exemple, avec Chahine, on ne posait pas de questions. On lui racontait une histoire. Il était très curieux de la manière dont on vivait, ce qu'on mangeait, etc. Donc on lui racontait une histoire. Et bien, c'est que comme quand on est avec des gens, on vous raconte une histoire, paf, ça vous fait penser à quelque chose, vous aurez raconté une autre. Et comme dit Deleuze, une conversation, c'est extrêmement schizophrène. Donc vous commencez à un endroit, vous ne savez pas où vous arrivez. Mais ça donne un espace à l'autre de vous amener là où vous ne l'aviez pas prévu. Après, quand je vous rejoins en partie sur la question du temps, je suis pas en train de, je disais pas qu'il faut aller, mais c'est juste que je crois pas autant comme recette. Enfin, parce que souvent dans les articles on dit alors le réalisateur a passé avec beaucoup de pudeur, je sais pas quoi, des mois et des mois. Et non, mais c'est ça marche pas non plus au miles. Enfin, oui, non, c'est aussi une façon de, ça peut être très rapide. Et ça dépend des films. Lent. Et ça dépend des films. Voilà, et puis on peut être vraiment là dans un temps court et pas là dans un temps, et vice-versa. Mais bien sûr que le temps... Mais d'ailleurs, ça pose une question, parce que tu disais, c'est là, et puis après c'est passé, on lui fait redire. Mais parfois, oui. Parfois, justement, on n'était pas là. Alors comment on fait revenir ? On fait revenir le fait qu'on fait revenir, et qu'il y a des choses... Bon, toi, il y a la question de la reconstitution. Et nous, par exemple, le moment... de ce que représente le questionnaire, l'interrogatoire à l'Office d'immigration. Alors comment on rend ça ? Alors on ne va pas quand même reconstituer, mettre Chahine dans la position de revivre ça. Donc on lui dit, Chahine, est-ce que tu acceptes de nous lire le document ? Et ce faisant, et il y a des choses qu'on ne prévoit pas, en lui demandant de le lire, lui-même change de place parce qu'il n'est plus à la même place. Il devient le narrateur, il nous présente un document. Et on l'a enregistré 2 fois, et la deuxième fois, on lui donnait davantage d'indices, de consignes. On lui disait, par exemple, Chahine, parle plus lentement. Chahine, tu n'as pas besoin de mettre d'intention parce que le texte suffit. Et il était extrêmement, je ne sais pas comment dire, cette curiosité qu'il faut éveiller de soi et chez les autres. Ah oui, qu'est-ce que ça donne si j'en mets pas ? Et il s'écoutait. Et il avait une manière de découvrir qu'il était, voilà, qu'il pouvait faire quelque chose. Et c'est toujours, donc c'est vrai, comme tu dis Marie, il n'y a pas une manière de faire, et même, je pense que pour chacun et chacune d'entre nous, ça dépend parfois du projet, de l'occasion, et comme toi, Nicolas, on a eu cette petite configuration avec Isabelle, d'avoir la caméra, des micros et notre station de montage, et le film sur Chahine, on l'a démarré sans production dans l'urgence. C'était plus facile parce qu'en fait, on ne tournait pas, puisqu'on enregistrait l'écran de notre ordinateur. Et ça dépend. Il y a le film aux États-Unis, on a beaucoup écrit. Donc, oui, Marie, c'était pas une manière de dire que. Oui, ça me fait penser à Isabelle, tu veux dire un mot ? Avec toi. Non, je pensais par rapport à l'écriture, et tu parlais du temps que tu passes autour d'événements. Par exemple, tes films, en tout cas, quand je repense à Belinda, sont construits autour de moments très importants. C'est la séparation des 2 sœurs, c'est le projet de mariage, c'est une conversation téléphonique avec l'éducateur d'autrefois, le mariage qui capote, quelqu'un qui part en prison, voilà. Et je me posais la question, en fait, très sincèrement, est-ce que c'est une chose qui, au fur et à mesure... Enfin, c'est au montage que finalement ces choix, c'est devenu ça, le cœur du film, ou est-ce que tu pars avec cette idée que cette situation va forcément produire quelque chose, en fait ? Est-ce qu'il y a beaucoup de choses, par ailleurs, que tu laisses en cours de route ? Parce que la question de la mise en scène, c'est aussi au montage. Oui, bien sûr. C'est vrai que quand je pars, j'ai quand même une espèce de canevas, de canevas, ça fait tout à coup très, très laborieux, mais d'idées narratives, c'est-à-dire de situations dans lesquelles je crois. Quand j'arrive au mois d'août pour filmer le mariage et que je suis reçue par France qui me dit « il n'y a plus de mariage, il n'y a plus personne, tout le monde est en prison », je me dis « bon, bah alors, comment qu'on fait ?» Non, mais du coup, je joue un peu aussi avec eux, c'est-à-dire que la France, je ne sais pas si je réponds à Dax, mais la France me dit... d'ailleurs, on a reçu une lettre de Belinda, donc je dis ah bon, bah, elle est où ? Et je la passe, il me la montre, et je la passe très discrètement sur la table, comme un jeu un peu entre lui et moi, comme un jeu en disant attention, ça tourne, joue ton rôle, quoi. Et je me dis, il s'en empare ou pas ?
et là, ça donne la scène parce qu'il prend la lettre et dit « Ah, mais en fait, je ne sais pas lire ». Donc, il la passe à la petite copine de Logan, etc., qui la lit. Voilà. Donc, je lance une piste en espérant quand même que ça va me permettre de raconter justement ce qui n'est pas, ce que tu disais aussi, Viviane, ce qui n'est pas là. Il n'y a pas de mariage. Bon, bah là, on va raconter le non-mariage ou le mariage en creux, etc. Et, donc, et bien sûr, après, au montage, on resserre, on coupe. Je monte avec Catherine Gouze depuis toujours, qui est formidable. Mais quand même, en tournage, j'essaye vraiment de multiplier quand même les pistes de scène, enfin de mise en scène, pour que... et puis jusqu'au moment où ça déraille, et là c'est formidable, quoi, où là ça m'échappe complètement, et là, bon, là il y a vraiment le cœur du cœur, et ça c'est une chance, quoi. Mais c'est pas au montage que tout à coup je fais plein de petits découpages et des petits bitouillages. Ça permet de recentrer, de retrouver le souffle, ce qui est très difficile et délicat, qui circule ou pas dans une scène, et après dans tout le film, et la construction, et nanana. Mais ça va pas être des bidouillages, des chants contre chants, et des machins qu'on met ensemble pour essayer de produire quelque chose. Enfin, en tout cas, avec ce que je fais, moi, ça peut pas marcher, parce que... Mais ça peut marcher, ça peut être formidable sur d'autres films, quoi. Je sais pas si j'ai bien répondu ou si on s'emballe. Si vous avez des questions extrêmement pertinentes, oui, peut-être. N'hésitez pas. Avant de les questions, non, enfin parce qu'on a encore une petite demi-heure. Je ne sais pas s'il y a des questions. Moi, j'avais juste un truc parce qu'on me l'a reproché d'une certaine façon. Où on a fait la remarque sur la question de l'émotion, c'est-à-dire on me dit bah oui, mais dans ton film, l'émotion. Ah oui, mais dans ton film, t'as pas tellement d'émotion, tout ça. Je dis bah à mon avis, et ça je l'avais écrit. L'univers concentrationnaire, la Shoah, ce sont des choses tellement, fortes en elles-mêmes pour qu'on s'en fout de savoir si Christophe Cogny est ému par ça, etc., que c'était pas là. Donc j'avais cette question, comment vous travaillez l'émotion dans vos films, en fait, et si c'est quelque chose qui vous intéresse ou pas. Moi, j'avais un peu cette idée quand même que l'émotion se faisait par la construction, c'est-à-dire que j'avais fait écouter... à mon équipe de tournage et aussi de montage, d'ailleurs à la post-production, une pièce de Bach qui était la Chaconne, qui est la deuxième partita pour violon seul, en fait, et où moi, l'émotion que j'ai en écoutant ça, c'est pas dans l'interprétation, c'est dans la construction de la pièce petit à petit, en fait, et que donc du coup, le film devait avoir une construction suffisamment forte pour que petit à petit quelque chose d'émerge de cette construction et de cette variation qu'il y avait, où à chaque fois on allait dans un site, on regardait les images, on essayait de comprendre, etc. Voilà, que c'était ça. Donc je ne sais pas si c'est quelque chose que vous travaillez en tant que tel, l'émotion. Voilà. Et juste avant, pour aussi lancer le débat, j'étais tombé sur une phrase de Julien Gracq, à qui on avait aussi reproché un peu le manque d'émotion parfois dans son travail, et il disait: l'émotion que l'écrivain souhaite aussi vaguement que possible se donner et donner à son lecteur n'est ni à ressentir d'avance, ni à choisir et à susciter par décret. Elle est au bout de son travail et nulle part ailleurs. Voilà, donc je trouvais que, enfin, en tout cas, moi je me suis tout de suite reconnu, avec beaucoup d'humilité évidemment, sans prendre pour Julien Gracq, dans mon travail, mais avec cette idée que voilà, que l'émotion, elle était peut-être une espèce de cadeau, ou je sais pas quoi, si quelque chose fonctionnait dans le film. Voilà, donc je sais pas si Nicolas, non, tu avais l'air de... C'est-à-dire que d'abord, personne ressent les choses de la même manière, et que certains, vous voyez, par exemple, il y a ici une rétrospective des films de James Wenning. Moi, je peux être très ému par un plan qui dure 30 minutes, où il y a juste un peu la lumière qui bouge, et ça peut... Parce que là, il y a, je ne sais pas... je pense qu'on est part à la... Et que des films construits sur l'émotion peuvent être très vite étouffants, et là, pour le coup, on retrouve les clichés et tous les trucs dont on essaie de se débarrasser quand on filme, mais l'émotion arrive toujours par quelque chose, quelqu'un... Une surprise, c'est pas fabricable, et on passe peut-être beaucoup de temps à éviter de les construire, surtout, parce que quand on débarrasse le film de toutes les techniques... les trucs pour l'émotion, on est un peu dans c'est minéral, quoi. Le film, il est et là, quelque chose commence à se voir du film, et
Et si on met une musique, par exemple, évidemment, la musique amène quelque chose. Au mixage, il y a quelque chose qui se passe d'absolument indéfinissable, qui fait qu'une scène n'est plus la même à cause de quelque chose, d'un son qui est au loin. Ou s'il est trop fort, ça ne marche pas. Si on l'éloigne. Donc, c'est des niveaux tellement multiples. Mais l'émotion en tant que telle... je ne sais pas, vous voyez par exemple, là je vais faire un film, là peut-être dont on a parlé, je ne sais pas si tu l'as vu, mais le film de Glaser, là, La zone d'intérêt. Voilà. Au début du film, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fous là, je n'ai pas envie de passer, est-ce que je vais passer 1 heure et 2 heures avec ces gens-là, quoi. Et petit à petit, mais j'ai été pris par une telle émotion, quoi. Quand je suis sorti, même là, vous voyez, parce que je pensais à Gaza d'un bout à l'autre du film, et que même Elisabeth et moi, qui avons beaucoup travaillé sur cette question de la Shoah avec la question humaine, ou d'autres choses, où moi j'ai filmé en Israël, j'ai filmé en Palestine, voilà. Je veux dire, ce film-là, il n'y avait pas d'émotion, entre guillemets. Peut-être que c'est dû aussi au son mono, à part la musique qui était en stéréo, il y a quelque chose de très, comment dire, qui arrivait devant. Et je suis sorti avec ce sentiment, mais de quoi j'ai vu de quoi nous avons hérité, et que l'époque dans laquelle nous sommes là, il est dans le film, quoi. Et donc je suis sorti avec c'est qu'en parlant à Elisabeth au téléphone que l'émotion, que j'ai pleuré, quoi. Or que pendant le film, j'étais juste... à un moment donné, oui, parce que je n'arrivais pas à comprendre pourquoi j'étais aussi magnétisé par... Alors, voir les bourreaux. Et je me suis dit, c'est ça, filmer les bourreaux aujourd'hui. Parce que moi, je voyais Macron, je voyais plein de choses que je voyais le réel d'aujourd'hui, et que je me suis dit... ce cinéaste-là, je trouvais le film d'une immense intelligence, avec en plus ces moments en noir et blanc qui surgit, etc. Et je pense, par rapport aux choses que j'ai entendues, quand je vois le jeu des acteurs ultra froid, quand je vois le son mono qui était... Parce que tout le monde a parlé du son, mais en fait, c'est un son qui vient de devant. C'est pas, ils ont volontairement travaillé sur un son mono, ce qui est extrêmement intéressant. Cette froideur du film, voilà, je suis même là, j'ai une émotion arrive très vite quand j'en parle, alors que voilà, donc c'est pas que c'est mystérieux, c'est que c'est l'émotion, ça vous c'est affaire de composition. Ça vous traverse, et c'est ça. Ouais. C'est ça qui nous marque. Ouais. C'est ça qui nous marque. Et donc c'est pour ça que c'est ça qui nous marque, c'est ça qui s'imprime, c'est ça qui fait que on s'adresse pas seulement à l'intellect ou à la morale des gens, c'est qu'on les prend dans des zones extrêmement cotonneuses. Mais c'est ça dont on se souvient. C'est ça qui est extrêmement physique. La question après, c'est quel type d'émotion. Parce qu'il y a des émotions, enfin si on appelle ça des émotions, qui sont des frissons extrêmement passagers, qui vous laissent complètement indemnes. Mais s'il y a assez de temps, et il y a le temps du film, et c'est le travail du montage et du récit, pour accompagner, et qu'à un moment, ça ne reste pas seulement dans ce qui est... Voilà, dans ces zones cotonneuses, informulables, qui nous enveloppent, qui nous prennent, mais qui est aussi le temps, pendant le film et après, cette rampe après le film, qu'on puisse revenir dessus comme une brasse qui accompagne l'émotion et qu'on en fasse autre chose, parce qu'on a laissé le temps que ça se sédimente. Donc, oui, et d'ailleurs, en tant que spectatrice, en tant qu'enfant, moi je me souviens vraiment de Le Magicien d'Oz avec Judy Garland. Je me souviens du vent, je me souviens de cette maison, et pendant très longtemps d'ailleurs j'avais l'image de cette maison qui s'envole, et je me disais mais quel est ce film? Je me souviens de choses qui m'ont marqué souvent enfant, c'est des choses que je ne comprenais pas. Et je trouve ça mystérieux en tant qu'adulte, que des choses que je ne comprenais pas ont pu être quelque part stockées, et que je puisse maintenant, on aurait pu se dire, elle passe à l'as. Donc c'est cette chose, ce mystère par lequel, et qui fait qu'on n'est pas...
l'émotion, c'est personnel et c'est pas individuel. Je sais pas, on explose de soi-même, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose du collectif qui vient dans l'émotion. Et puis, oui, et puis il y a aussi l'idée qu'en documentaire, c'est vrai que parfois on filme des marges, enfin, des gens qui sont quand même objectivement dans des situations assez tragiques, et qu'en France, en plus, on n'a pas cette tradition vraiment en fiction, par exemple, de filmer des prolos. Enfin voilà, c'est des choses qu'on n'a pas énormément faites dans le cinéma de fiction. Enfin, il y a eu comment ? Oui, voilà, Dumont, mais c'est surtout, je sais pas, les Belges, Dardenne, les Anglais. Mais voilà. Mais en plus, j'allais venir à Piala, mais ils sont pas nombreux. Et Piala, dans le genre émotion, je pense à L'Enfance nue. Enfin, je peux être sensible à des films de Douglas Sirk, enfin, dans le genre émotion et mélo, etc. Mais évidemment, dans L'Enfance nue, c'est tellement rude et âpre que c'est dévastant. Mais il y a eu très peu de cinéma quand même qui s'est consacré à cette catégorie sociale, enfin, de pauvres, et que parfois en documentaire, on se place souvent du point de vue des gens, je sais pas dans quoi je me lance, des gens formidables qui travaillent, des éducateurs, enfin, on est souvent plus de notre côté, enfin, à travers le prisme de nous, enfin, qui ne sommes pas de la partie, enfin, qui filmons un peu les autres, même et il y a des films formidables comme ça, je ne suis pas en train de critiquer mais parfois ça peut surplomber un tout petit peu et on retravaille sur les mêmes scènes et la NPE et le machin, etc. Au théâtre, je voudrais dire quelque chose, parce que même si tu es de l'autre côté, enfin tu essayes d'accompagner, on se retrouve soi-même et on a envie de faire tribune, quoi, de tenir tribune et de dire sa colère, de la violence que les gens subissent. Eh ben nous, en tout cas, dans ce film-là, on s'est dit, surtout pas, d'ailleurs c'est un jeune homme qui ne faisait pas ça, qui ne commentait pas, qui ne posait pas de jugement, c'est qu'en revanche, se manifeste qu'il sourde, qu'il ne soit pas devant. Et donc on ne va pas lever le poing. Au contraire, à la violence qu'il subit, à la violence du monde, on lui oppose, ou en tout cas on lui répond avec la plus grande douceur. Et la voix de Chahine avait cette douceur. Et donc la colère et votre position, on ne prend pas position au devant de la scène, mais par le fait de faire sentir quelque chose que traverse ce jeune homme. Et comme tu disais toujours, pas seulement d'ajouter du malheur au malheur, c'est la beauté des êtres, c'est la qualité des êtres, la qualité au sens de caractère, quoi. Qu'est-ce qui fait la singularité des êtres ? En fait, on ne fait pas tribune, on fait tribu. Oui. Donc, je suis convaincu que la question de la douceur, elle est effectivement une des façons les plus, les plus justes, parce que c'est une question de justesse aussi, les plus justes de faire advenir cette colère dont tu parles et cette prise en compte d'une émotion comme tu viens de le dire. Je trouvais ça très juste et très beau, non pas fugitive et j'ai pleuré puis ça y est c'est fini, mais une espèce d'émotion qui fait sens dans ta vie, ou ce que tu disais du film de Glaser, même si on pourrait avoir une discussion sur Glaser, mais sur ce film, mais ce que tu viens de dire de l'émotion que tu as ressentie en sortant du film, elle bouleverse quelque chose en fait, et c'est peut-être ça dans ce sens-là qu'il faut chercher ce qu'on appelle l'émotion. Oui, alors c'est un film très produit, donc bon, ça, ce qui fait que quand on a vu le générique à la fin, on est parti, quoi. On n'a pas envie de voir tout ça parce que d'un coup les contrats, tout ça arrive mais bon, c'est par rapport à ce que disait Viviane sur la voix, parce que il y a Elisabeth et moi, on allait beaucoup au théâtre et on en a fait pas mal aussi. Et on a été notamment beaucoup voir des spectacles d'un metteur en scène de théâtre qui s'appelle toujours, mais il est mort, Klaus Michael Gruber, qui nous a marqué à jamais, à cause justement de cette question de la voix. Et qu'il y a des paroles de répétition qu'on peut trouver sur Internet de comment il travaille avec les acteurs. Mais la question, qu'est-ce qu'on entend ? Si l'acteur est dans l'émotion, si l'acteur, pour dire son monologue, est dans l'émotion du monologue, on n'entend rien. On n'entend que l'émotion de l'acteur.
Or il faut trouver cet endroit qui fait que le texte vous parvienne et qu'on entend ce qui est dit. Vraiment. Et que cet entendre ce qui est dit vous emmène dans des zones d'intelligence, d'imaginaire et d'émotion, toi, spectateur. L'acteur ou l'actrice aussi. Oui, sans doute, mais juste d'être conscient que ce texte vous arrive. C'est une adresse qui vous arrive. Je pense justement à Bérénice. Ce texte vous arrive, on entend. Qu'est-ce qu'on entend ? Et avec l'image, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que l'image vous arrive, vous, spectateurs, et si il faut laisser l'émotion arriver ou pas. On ne peut pas y ajouter quelque chose. Et c'est pas parce que quelqu'un... qu'on a une émotion quand on filme quelque chose, que cette émotion, elle vous parvienne ensuite quand vous voyez le film, quoi. C'est pas notre émotion en filmant qui compte. Oui, c'est ça, mais c'est un peu ce que mais on peut pas filmer sans émotion. Oui, c'est ça. Parce que sans émotion, il n'y a rien entre les gens. Mais voilà. Alors, parce qu'il reste un quart d'heure, est-ce qu'il y a des questions, Maggie ? Oui, merci. Non, juste une petite parenthèse sur la zone d'intérêt. Moi, je l'ai vu mi-janvier et j'y pense tout le temps. C'est quand même un film qui danse parce qui travaille, quoi. Bon, non, ce que je voulais dire, c'est quand je vous ai écouté sur la question de ce qui en fait déclenchait le film ou le désir du film. Alors, quand vous parlez de cérémonie, rituel, sacré, bon, moi, ça ne me parle pas du tout. Et quand vous dites, aller filmer des cérémonies, bien sûr, je dis le lien par rapport au film. Et quand vous dites, j'ai commencé, Dieu m'a placé là, alors là, mes écoutilles se ferment et j'entends ce que vous dites, mais je n'écoute plus. J'ai pas dit Dieu, j'ai dit puisque le bon Dieu m'a mise là, c'est l'expression populaire. Le bon Dieu. Oui, mais... C'est un truc de Brelot. Oui, je sais, je suis fille d'ouvrier, donc, mais justement, extrêmement athée. Pour moi, toute expression... Moi, voyez la résonance. Parce que vous avez dit, puisque le bon Dieu m'a placé là, et là, je me suis tout de suite rétractée. Bon, c'est anecdotique. C'est dommage. Oui, c'est dommage. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. En revanche, c'est... Mais non, j'assume. C'est pas grave. Je comprends. Tant le discours de Nicolas Claude, c'est pour moi beaucoup plus concret et tangible. Et je voulais vous demander, par rapport au film... quand il est très écrit, comme tu disais, Christophe, et comme ça se voit, et comment vous faites pour trouver le début au montage, alors que les producteurs nous demandent de plus en plus un film clé en main, pratiquement, avec des scènes. Alors, hier, j'ai vu, je ne sais pas si vous l'avez vu, Looking for Robert de Richard Coppens, qui passait hier soir au MK de Bobo, et il filme un mur avec des gens qui jouent à la pelote basque ou à la balle. Et il filme ça en disant, j'estime, en tant que producteur, que le producteur, c'est je suis un mur, je renvoie la balle. Donc pour lui, il aide en disant, je renvoie la balle. Alors comme vous avez parlé de l'inconvénient à partir du moment où le producteur intervient, alors qu'il devrait être aussi un interlocuteur, c'est là-dessus que je voulais vous interroger, s'il vous plaît. Danet et Godard parlaient d'échanges de tennis. C'est pas un mur en face, c'est Serge Danet en face de Godard, quoi. Ouais. Donc il vaut mieux avoir quelqu'un qu'un mur, ça c'est sûr, quoi. Ça dépend quel film. Il y a des fois, ça se passe très bien, mais on s'est rendu compte que la liberté qu'on peut avoir quand on la liberté, de ne pas devoir s'expliquer nécessairement, d'être dans un processus de création à un moment donné. Si on cherche un producteur, là, on a trouvé 2 expériences très belles avec des producteurs qui sont arrivés à la toute fin. Celle dont j'ai parlé, c'était l'Heroic Land, c'était très compliqué. Mais grâce à ce producteur, on a pu quand même vraiment amener le film en salle et puis le finir, quoi. Mais ça a été une bataille un peu rugueuse, quoi. À cause du système de production dans lequel lui était. C'est pas la personne, c'est juste que lui, en tant que producteur, il est chargé vis-à-vis du CNC, il est chargé il est pris dans une machine administrative
dans laquelle nous, on n'a pas du tout envie d'être pris, mais on est obligé d'être pris dans cette machine à certains moments pour que lui puisse faire son travail. Mais là, on a fait 2 films. Il y en a un qui s'appelle Nouveau Monde, qu'on a tourné sur l'île d'Ouessant il y a 1 an. Une fois que le film était monté, on a demandé à un producteur s'il pouvait nous aider à le finir. Et il a absolument... il a beaucoup aimé ce qu'il a vu. Il a dit « Ok, il n'y a aucun souci, les contrats sont tout simples, il n'y a pas de problème. » Et pareil avec Chant pour la ville enfouie et ce nouveau film Cosmocide qu'une personne nous a aidé à finir. Mais ce qui peut être compliqué, c'est quand vous êtes il faut être très libre pour faire un film. Et je crois que cette liberté, elle est de plus en plus importante et que les formatages sont tellement durs et que les formatages vont être de plus en plus durs parce que ça va être de plus en plus tous les compartiments de nos vies. Je dis que la question de faire des images, cette liberté, il faut absolument la défendre par tous les moyens. Et que du coup, la question du producteur, est-ce que c'est travailler avec des personnes qui partagent cette même idée et qui on se rend compte qu'on est en train de réinventer très modestement, parce que face à la bombe atomique médiatique, enfin au nucléaire médiatique qui ravage tout, très modestement réinventer le cinéma, c'est une belle idée, quoi, avec des moyens beaucoup moins importants, mais avec tous les gens avec qui qui ont envie de le faire, spectateurs compris d'ailleurs, parce que c'est quelque chose dont on n'a pas parlé, mais qui fait partie aussi de la discussion. Avec Elisabeth, on fait des films qui sont parfois vus en festival, et puis quasiment c'est tout. Et avec des projections quand on fait une rétrospective. Mais nous, on aimerait bien les montrer tout le temps, mais c'est impossible, parce que le système fonctionne de manière à ce que si vous n'êtes pas déjà pris dans le formatage d'une chaîne de télévision, ou bien si vous n'avez pas passé 5 ans à travailler sur les systèmes de financement, distributeurs, vendeurs à l'étranger, tout le bazar, enfin, c'est des énormes machins, quoi. Donc la création, les outils numériques qu'on a tous maintenant entre les mains, ça n'a pas suivi au niveau des salles. Et si ça n'a pas suivi au niveau des salles, quelque part, c'est aussi une question qu'on a envie de poser aux spectateurs. Comment vous voyez les films? Où vous les voyez? Qu'est-ce que vous avez envie de voir comme film? Comment retrouver une liberté en tant que spectateur? Parce que c'est aussi une grande question. Il y a d'autres questions, peut-être? Bonjour, merci beaucoup pour cette conversation. Je me demandais, est-ce que, quand vous repensez au tout début de vos carrières, qu'est-ce qui vous a poussé à commencer à avoir le courage de sortir de la tête finalement et de vraiment y aller et de faire, de trouver, peut-être de rassembler les gens autour de vous. Enfin, oui, je ne sais pas si vous auriez une petite histoire ou un conseil. Voilà. Viviane, Isabelle. En fait, il y a beaucoup de choses qui se font sans même qu'on réfléchisse tellement. En fait, comme disait Viviane, ça peut être une rencontre, ça peut être un désir de parler de quelque chose parce que ça vous prend et que vous avez le sentiment que vous pourriez en dire quelque chose. Mais les choses se font en chemin. En fait, j'ai pas l'impression qu'il y a vraiment un élément déclencheur. En tout cas, surtout, c'est qu'il faut pas avoir peur de faire le geste. En fait, là, je reviens de. J'ai passé 3 jours à Caen avec des jeunes chercheurs qui font un atelier que j'encadre sur le documentaire intime-extime, et je leur demande justement de ne pas faire des notes d'intention, etc. Certains d'entre eux ont déjà tenté des écritures pour des financements et puis ça n'a pas marché. Et donc je dis, on n'est pas du tout là pour ça, on est là pour faire un geste, d'apprendre par ce geste. Et donc voilà, de prendre les outils, comme dit Nicolas aujourd'hui, il y en a plein, même les téléphones portables, il y a des films qui se font comme ça. Donc de faire les choses, et il y a quand même des possibilités aussi, une fois qu'on a fait ce geste, qu'on a travaillé cette matière, qu'on l'a montée sur un ordinateur, et quasiment tous les ordinateurs permettent de monter,
de tenter quelques aides qui sont possibles sur des choses qui sont déjà avancées, comme l'aide au développement renforcé, par exemple. Enfin, il y a d'autres... Des possibilités, en fait. Et puis aussi, le fait d'avoir fait ce geste, peut-être, vous permettra peut-être de mieux le formuler et peut-être, je ne sais pas, la bourse brouillon de la SCAM, par exemple. Je voudrais insister sur la problématique faire des films ou vivre de ces films. Bon, comme je suis une vieille dame, que j'en ai fait beaucoup, pratiquement sans producteur, parce qu'un film, ça met 5 ans à se faire, il faut avoir une espèce de confiance en soi, en se disant « j'ai envie d'agir, j'ai envie de faire un film ». Maintenant, je pense, et je le dirais à tous les jeunes qui sont ici, mieux avoir un métier à côté de soi, mieux avoir un côté, un boulot pour vivre, parce qu'on ne va pas vivre nécessairement de ces films. Maintenant, le désir de film, c'est quelque chose de tellement fort. Je vais juste mettre une petite expérience, parce que comme je suis à la retraite depuis très longtemps, j'avais écrit juste un petit doc sur un jardin solidaire dans mon quartier. Je vais déposer, comme une grande, le projet sur une production qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui existait alors. On me dit formidable, etc. Bon, j'ai dit OK, je commence tranquillement à filmer. Je reviens 1 an après, le projet est toujours sous la table, mais moi, le tournage du film est presque terminé. Et ayant déjà un certain âge, je me suis dit, oublie les producteurs, puisque j'étais déjà à la retraite, j'avais de la chance d'avoir quelque chose un peu pour vivre, et tu fonces, et j'ai fait 17 films en 20 ans. Je ne dis pas que ce soit des chefs-d'œuvre, mais au moins ils existent. Je les monte dans des salles alternatives, et je n'ai pas honte, cette espèce de honte qui fait que dans ce système terrible, parce que c'est un système terrible, CNC, les commissions, etc., où on passe des concours chaque année, hein, il faut quand même, je suis un peu rude, mais garder la dignité de sa créativité. Voilà, c'est ce que je voulais dire un petit peu aux plus jeunes. Enfin, si vous pouvez en vivre, c'est pas plus mal non plus. Hein. Mais bien sûr, mais en sachant que, voilà, 4-5 ans, et être dans le système, voilà. Monsieur. Oui, merci de tous ces témoignages. Je voulais juste vous poser une question, surtout à Marie. Comme vous écrivez beaucoup à l'avance, apparemment, c'est ce que j'ai cru comprendre, vous écrivez des situations, des scènes, des séquences. Comment est-ce que vous avez une sorte de protocole, enfin je ne sais pas, quand vous essayez de recréer quelque chose, par exemple, que vous avez vu, une situation vécue, je ne sais pas si ça vous est arrivé, ou autre, est-ce que vous procédez par... Enfin, j'essaie de me faire comprendre, c'est-à-dire, par exemple, vous vivez une situation, vous avez absolument envie de la recréer avec les personnes qui sont là. Comment vous faites? Est-ce que vous servez parfois de complice, d'acteur, j'allais dire? Est-ce que vous êtes à la limite du documentaire et de la fiction? C'est la question que je me pose, voilà, sur un projet en cours. Du rapport entre faire intervenir un acteur qui va intervenir dans une question, dans un documentaire, vous voyez? Le rapport, comment vous situez ça? Comment vous y prenez? Voilà, plutôt ça. Non, la question, c'est comment écrire, c'est ça? Comment vous vous y prenez pour le faire concrètement, quoi, pour le filmer? En fait, sans acteur, bien sûr, hein, puisque voilà. Mais en fait, je pense que quand on... pour moi, non. En fait, je pense que quand on écrit un peu le film idéal, on ment énormément. Oh non, c'est très mal. Non, mais on essaye de raconter le film idéal à partir de situations auxquelles on a assisté, qui vraisemblablement ne se reproduiront plus, mais auxquelles on essaye de donner une petite couleur. Alors, ça dépend, chacun écrit comme... mais bon, un peu romanesque ou un peu un souffle, enfin quelque chose un peu qui transcende des choses quotidiennes, et on essaye de raconter une histoire, quoi. Enfin, moi, ce qui me concerne, en essayant de
d'avoir une petite vision des gens qu'on a envie de filmer, donc qu'on a envie de révéler un peu au détour de certains arguments. Donc on peut choisir un argument narratif qui ne sera pas nécessairement un rituel en plus, mais qui peut être un trajet. Parfois il n'y en a pas, donc c'est plus... Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Moi, j'écris beaucoup aussi, et ce que j'écris, je me rends compte, si je dois le résumer, c'est des intentions, en fait. Des intentions de récit, des intentions de réalisation, de mise en scène, voilà. Et ça fait, moi, j'ai des dossiers qui font 90, 100 pages, presque comme une fiction, en fait, d'une certaine façon, parce que c'est plein je ramène, en fait, je témoigne des repérages que j'ai faits, souvent des discussions que j'ai eues avec les gens. Et avec ces discussions, je dis voilà l'intention du film. C'est-à-dire à partir de ça. Donc c'est sans arrêt une écriture entre passé, présent, futur. En fait, c'est au présent de la réflexion, le futur qui sera le film et le passé qui sont toute mon expérience qui me fait travailler ça. Voilà, si je peux dire. Du coup, ça fait des dossiers assez longs à lire. Mais voilà, mais c'est ma façon de faire à moi. Christophe, est-ce que par exemple, des gens que tu as rencontrés qui sont dans ton film, des intercesseurs, des personnages, est-ce que tu écris des scènes, par exemple, pour monsieur ? Oui, alors j'écris... Oui. Moi, j'écris des scènes que j'ai vécues avec eux, parce que souvent, j'ai répété avec eux ce qu'on va faire, sauf qu'au moment du tournage, j'amène des éléments nouveaux qui font qu'on rebat les cartes d'une certaine façon de l'expérience qu'on a déjà eue. C'est mon petit truc, mais c'est pas un truc. Et aussi, c'est sur les 2 derniers films. Les prochains, ce sera autre chose. Chaque film aussi trouve sa façon d'écrire, sa façon de se penser. Je pense, si on a dit une chose ce soir, c'est ça, c'est qu'à chaque... Il n'y a pas de méthode générale. À chaque film, il y a quelque chose qui se renouvelle, en fait, d'une écriture. Donc moi, sur des films qui se faisaient sur le passé, avec des images qui avaient 80 ans, dans des sites au présent, avec des historiens maintenant, et comment on va faire, etc. Ça fonctionnait comme ça, en fait. Mais peut-être qu'un autre film, c'est une autre façon d'écrire, c'est une autre façon de le penser, etc. Mais je ne pouvais pas improviser, c'est-à-dire venir sans avoir répété ce qu'on allait faire, en fait. C'était absolument impossible, vu les sujets, vu le travail qu'il y avait mené. Par contre, il fallait relancer quelque chose. Donc c'est ce que j'ai fait en amenant en fait des images imprimées sur des transparents en fait qui ont complètement bouleversé les discussions qu'on avait eues au préalable en fait. En écrivant, j'ai tout ça effectivement qui sont en tête. Oui, mais c'est pour ça que ça prend. Moi, ça m'a pris 3 ans à l'écrire. C'est-à-dire, c'est un travail vraiment de longue haleine, et je suis peut-être un peu besogneux dans ce truc. J'ai besoin de beaucoup lire, beaucoup voir de films, enfin, d'absorber énormément de choses, en fait, pour arriver qu'à un cas, à une hypothèse de film. Et cette hypothèse, c'est le dossier, en fait, et cette hypothèse va se faire, j'espère, se reformule au tournage et se reformule encore au montage. Mais moi, je suis dans un schéma beaucoup plus classique de production que ce que décrivait Nicolas tout à l'heure. Mais sur ces films-là, sur d'autres films, on peut faire autrement. Mais ce qui est frappant, d'ailleurs, tout à l'heure, je dis je mens beaucoup, etc. Ce qui est quand même assez frappant, parce que s'il y avait une police des scénarios à la fin, entre ce qu'on écrit pour rendre dans les commissions, curieusement... bizarrement, on raconte un peu le film rêvé, mais en essayant quand même d'avoir une vision, d'être au plus près. Alors, on ne va pas dire de la vérité, parce que c'est complètement galvaudé, mais d'une justesse quand même. On se rend compte quand même qu'à la fin, bizarrement, le film ressemble souvent au texte, que pour le coup, moi, j'écris pas très longtemps, mais dans un truc un peu comme ça, de trans. Mais bizarrement, ça ressemble, même si on raconte un peu des choses qui, je me malheureusement Godard n'arrivent pas, qui nous fait. arrangeraient. Bref. Godard disait ça à un moment donné, c'est-à-dire il disait on a une hypothèse de film, on fait tout autre chose, et à la fin on se rend compte que finalement le film, ce qu'on a fait ressemble à l'hypothèse de départ. Enfin, il le dit à peu près comme ça. Enfin, voilà. Je ne sais pas s'il y a une autre. Non, si on met ça, c'est pour nous dire qu'il faut arrêter, c'est ça. Bon. Eh ben, merci beaucoup. J'espère qu'on n'a rien conclu, qu'on a ouvert. C'est ça. Et pour les cinéastes, n'hésitez pas à rejoindre la SRF. Hein. Plus on est de fous, plus on est content.